Et approchez, voyageurs, le barde vous convie au coin du feu. Ensemble, ouvrons les enfants du Capitaine Grant de Jules Verne. Alors, on était rendu au chapitre 15. Et comme d'habitude, on va commencer par un petit résumé. Donc, on a commencé à bord du yacht le Duncan, avec Lord Glenarvan, sa femme Helena et le Major McNabbs qui participent à une pêche. Dans le ventre d'un requin, il trouve une bouteille contenant un mystérieux document. Le document en question était écrit en 3 langues et très abîmé, mais il évoquait le naufrage du Britannia. Le capitaine Grant et 2 marins demandent secours, signalant leur détresse à la latitude 37 degrés 11 minutes sud. Ensuite, on a Glenarvan qui va donc demander de l'aide à la couronne pour essayer de sauver les naufragés. Malheureusement, la couronne l'enverra un petit peu bouler. Et dans un second temps, il y a les enfants du capitaine Grant, Marie et Robert, qui arrivent à Malcolm Castle, là où Lady Helena leur propose de les soutenir et promet que son mari les aidera. Elle ne savait pas encore que son mari avait déjà essayé de les aider et que malheureusement, ça ne se fera pas. Donc, ils décident de partir à bord du Duncan pour aller sauver justement les naufragés. Et on se retrouve avec Jacques Paganel, un savant distrait et enthousiaste qui lui aussi analyse le document et essaye de supposer, enfin, on arrive à supposer que le naufrage a eu lieu en Patagonie. Donc, ils partent tous à bord du Duncan, ils passent un peu par tout un tas d'îles, ils traversent l'Atlantique et puis atteignent le détroit de Magellan. L'équipage est uni par l'objectif de retrouver le capitaine Grant de toute façon. On continue le long de la côte sud-américaine où Glenarvan et ses compagnons débarquent en Patagonie pour chercher des traces du capitaine Grant, convaincus qu'il s'y trouve. Une fois à terre, ils seront guidés par un gaucho qui traverse les plaines qui leur permettra avec des mules de traverser les plaines sauvages et ils verront des paysages magnifiques mais également la rudesse du pays. La recherche est difficile, mais Robert, qui accompagnait la petite équipe, se montre très très vaillant. Donc ils avancent à dos de mulet dans les pampas, tandis que Paganel amuse le groupe par ses étourderies et ses remarques savantes qui n'en finissent pas. On en est arrivé à l'expédition qui entreprend l'ascension des Andes. Le froid et la fatigue se font vraiment ressentir et la route devient de plus en plus périlleuse. Mais tous persévèrent avec courage. Toujours Robert qui, lui, le gamin, il en donne, il en donne. Mais le froid se faisant de plus en plus cru, ils finirent par tomber heureusement sur un abri refuge dans lequel ils purent dormir un petit peu jusqu'au moment où un violent éboulement emporta le tout. Bah oui, hein, c'était trop beau pour continuer. Et il emporta tout le monde et Robert se retrouve à disparaître pendant la chute de l'éboulement. Et là-dessus, Glenarvan refuse d'abandonner les recherches. Il continue jusqu'au dernier moment. Il voit un condor, un grand oiseau qui... il a l'air de tourner un petit peu autour d'une place fixe. Glenarvan a le nez creux. Il se dit, on va quand même aller voir par acquis de conscience. Et effectivement, le condor, il avait trouvé Robert. Et comme l'oiseau, il est quand même assez grand pour embarquer une chèvre à bord de ses serres, et de la faire décoller à plusieurs mètres avant de la lâcher pour s'assurer qu'elle soit bien achevée, il prévoyait de faire la même chose avec le jeune Robert. Heureusement, un tir providentiel abat l'oiseau et sauve l'enfant qui est du coup retrouvé sain et sauf. Un véritable miracle s'il en est. Je crois qu'on n'a rien oublié. Eliard, du coup, de nouveaux raccords avec ce qui avait été lu hier. Et
Vite pour me servir ma petite infusion. Donc, mettez-vous à l'aise, petit plaid, position confortable, petite boisson chaude s'il le faut. Ouah, c'est chaud. Et donc, nous sommes rendus au chapitre 15. L'Espagnol de Jacques Paganel. Après l'immense danger auquel il venait d'échapper, Robert en courut un autre, non moins grand, celui d'être dévoré de caresses. Quoiqu'il fût bien faible encore, pas un de ces braves gens ne résista au désir de le presser sur son cœur. Il faut croire que ces bonnes étreintes ne sont pas fatales aux malades, car l'enfant n'en mourut pas. Au contraire. Mais après le sauver, on pensa au sauveur, et ce fut naturellement le major qui eut l'idée de regarder autour de lui. À 50 pas du Rio, un homme d'une stature très élevée se tenait immobile sur un des premiers échelons de la montagne. Un long fusil reposait à ses pieds. Cet homme, subitement apparu, avait les épaules larges, les cheveux longs et rattachés avec des cordons de cuir. Sa taille dépassait 6 pieds, sa figure bronzée était rouge entre les yeux et la bouche, noire à la paupière inférieure et blanche au front. Vêtu à la façon des Patagons des frontières, l'indigène portait un splendide manteau décoré d'arabesques rouges, et avec le dessous du cou et des jambes d'un ganac cousu de tendons d'autruche et dont la laine soyeuse était retournée à l'intérieur. Sous son manteau s'appliquait un vêtement de peau d'un renard serré à la taille, et qui, par devant, se terminait en pointe. À sa ceinture pendait un petit sac, renfermant les couleurs qui lui servaient à peindre son visage. Ses bottes étaient formées d'un morceau de cuir de bœuf et fixées à la cheville par des courroies croisées régulièrement. La figure de ce Patagon était superbe et dénotait une réelle intelligence. Malgré le bariolage qui la décorait, il attendait dans une pose pleine de dignité. À le voir immobile et grave sur son piédestal de rocher, on lui prit pour une statue du sang-froid. Le major, dès qu'il l'eut aperçu, le montra à Glenarvan, qui courut à lui. Le Patagon fit 2 pas en avant. Glenarvan prit sa main et la serra dans les siennes. Il y avait dans le regard du lord et dans l'épanouissement de sa figure, dans toute la physionomie, un tel sentiment de reconnaissance, une telle expression de gratitude, que l'indigène ne put s'y tromper. Il inclina doucement la tête et prononça quelques paroles que ni le major ni son ami ne purent comprendre. Alors, le Patagon, après avoir regardé attentivement les étrangers, changea de langage. Mais, quoi qu'il fît, ce nouvel idiome ne fut pas plus compris que le premier. Cependant, certaines expressions dont se servit l'indigène frappèrent Glenarvan. Elles lui parurent appartenir à la langue espagnole, dont il connaissait quelques mots usuels. « Espagnol » dit-il. Le Patagon remua la tête de haut en bas, mouvement alternatif qui a la même signification affirmative chez tous les peuples. « Bon, fit le major, voilà l'affaire de notre ami Paganel. Il est heureux qu'il ait eu l'idée d'apprendre l'espagnol. » On appela Paganel. Il accourut aussitôt et salua le Patagon avec une grâce toute française, à laquelle celui-ci n'entendit probablement rien. Le savant géographe fut mis au courant de la situation. « Parfait, dit-il, et, ouvrant largement la bouche afin de mieux articuler, il dit « Vos sois homem de bem » ? Vous êtes un brave homme. L'indigène tendit l'oreille et ne répondit pas. « Il ne comprend peut-être pas, dit le géographe. Peut-être n'accentuez-vous pas bien, répliqua le major. C'est juste, diable d'accent. Et de nouveau Paganel recommença son compliment. Il obtint le même succès. Changeons de phrase, dit-il, et prononçant avec une lenteur magistrale, il fit entendre ces mots. Sem duvida patagao.
L'autre resta muet comme devant. « Diceime » ajouta Paganel. « Répondez. » Le Patagon ne répondit pas davantage. « Vos comprendéis ? Comprenez-vous ? » cria Paganel, si violemment qu'il faillit s'en rompre les cordes vocales. Il était évident que l'Indien ne comprenait pas, car il répondit, mais en espagnol. « No comprendo. Je ne comprends pas. » Ce fut au tour de Paganel d'être ébahi, et il fit vivement aller ses lunettes de son front à ses yeux, comme un homme agacé. « Que je sois pendu, dit-il, si j'entends un mot de ce patois infernal, c'est de l'arocanien, bien sûr. » « Mais non, répondit Glenarvan. Cet homme a certainement répondu en espagnol. Et se tournant vers le Patagon. « Espagnol » répéta-t-il. « Si, si, répondit l'indigène. « Oui, oui. » La surprise de Paganel devint de la stupéfaction. Le major et Glenarvan se regardaient du coin de l'œil. « Ah, ça, mon savant ami, dit le major, pendant qu'un demi-sourire se dessinait sur ses lèvres. Est-ce que vous auriez commis une de ces distractions dont vous me paraissez avoir le monopole ? Hein ? Fit le géographe en dressant l'oreille. Oui, il est évident que ce Patagon parle espagnol. Lui ? Lui. Est-ce que, par hasard, vous auriez appris une autre langue en croyant étudier ? McNabbs n'acheva pas. Oh ! Vigoureux du savant, accompagné de haussements d'épaules, le coupa net. Major, vous allez un peu loin, dit Paganel d'un ton sec. Enfin, puisque vous ne comprenez pas, répondit McNabbs. Je ne comprends pas parce que cet indigène parle mal, répliqua le géographe, qui commençait à s'impatienter. C'est-à-dire qu'il parle mal parce que vous ne comprenez pas, riposta tranquillement le major. McNabbs, dit alors Glenarvan, c'est là une supposition inadmissible. Quelque distrait que soit notre ami Paganel, on ne peut supposer que ces distractions aient été jusqu'à apprendre une langue pour une autre. Alors, mon cher Edward, ou plutôt vous, mon cher Paganel, expliquez-moi ce qui se passe. Je n'explique pas, répondit Paganel. Je constate. Voici le livre dans lequel je m'exerce journellement aux difficultés de la langue espagnole. Examinez-le, major, et vous verrez si je vous en impose. Ceci dit, Paganel fouilla dans ses nombreuses poches. Après quelques minutes de recherche, il tira un volume en fort mauvais état et le présenta d'un air assuré. Le major prit le livre et le regarda. « Eh bien, quel est cet ouvrage » demanda-t-il. « Ce sont les Lusíades, » répondit Paganel. « Une admirable épopée qui... »« Les Lusíades » s'écria Glenarvan. « Oui, mon ami, les Lusíades du grand Camoens, ni plus ni moins. »« Camoens, » répéta Glenarvan. « Mes malheureux amis, Camoens, c'est un portugais. C'est le portugais que vous apprenez depuis 6 semaines. »« Camoens, Lusíades, portugais ?» Paganel ne put pas en dire davantage. Ses yeux se troublèrent sous ses lunettes, tandis qu'un éclat de rire homérique éclatait à ses oreilles, car tous ses compagnons étaient là qui l'entouraient. Le Patagon ne sourcillait pas, et il attendait impatiemment l'explication d'un incident absolument incompréhensible pour lui. « Ah, insensé, fou !» dit enfin Paganel. « Comment cela est ainsi ? Ce n'est point une invention faite à plaisir. J'ai fait cela, moi. Mais c'est la confusion des langues, comme à Babel. Ah, mes amis, partir pour les Indes et arriver au Chili, apprendre l'espagnol et parler portugais, cela est trop fort, et si cela continue, un jour, il m'arrivera de me jeter par la fenêtre au lieu de jeter mon cigare. » À entendre Paganel prendre ainsi sa mésaventure, à voir sa comique déconvenue, il était impossible de garder son sérieux. D'ailleurs, il donnait l'exemple. « Riez, mes amis, disait-il, riez de bon cœur. Vous ne rirez pas tant de moi quand j'en ris moi-même. Que j'en ris moi-même. » Et il fit entendre le plus formidable éclat de rire qui soit jamais sorti de la bouche d'un savant. « Il n'en est pas moins vrai que nous sommes sans interprète, dit le major. « Oh, ne vous désolez pas, répondit Paganel. Le portugais et l'espagnol se ressemblent tellement que je m'y suis trompé. Mais aussi, cette ressemblance me servira à réparer promptement mon erreur. Et avant peu, je veux remercier ce digne Patagon dans la langue qu'il parle si bien. » Paganel avait raison, car bientôt il put échanger quelques mots avec l'indigène. Il apprit même que le Patagon se nommait Alcabe, mot qui, dans la langue araucanienne, signifie « le tonnant ». Ce surnom lui venait sans doute de son adresse à manier les armes à feu.
Mais ce dont Glenarvan se félicita particulièrement, ce fut d'apprendre que le Patagon était guide de son métier, et guide des Pampas. Il y avait dans cette rencontre quelque chose de si providentiel que le succès de l'entreprise prit déjà la forme d'un fait accompli, et personne ne mit plus en doute le salut du capitaine Grant. Cependant, les voyageurs et le Patagon étaient retournés auprès de Robert. Celui-ci tendit le bras vers l'indigène qui, sans prononcer une parole, lui mit la main sur la tête. Il examina l'enfant et palpa ses membres endoloris. Puis, souriant, il alla cueillir sur les bords du rio quelques poignées de céleri sauvage dont il frotta le corps du malade. Sous ce massage fait avec une délicatesse infinie, l'enfant sentit ses forces renaître, et il fut évident que quelques heures de repos suffiraient à le remettre. On décida donc que cette journée et la nuit suivante se passeraient au campement. Deux graves questions d'ailleurs restaient à résoudre, touchant la nourriture et le transport. Vivres et mulets manquaient également. Heureusement, Thalcave était là. Ce guide, habitué à conduire les voyageurs le long des frontières patagones, et l'un des plus intelligents baqueanos du pays, se chargea de fournir à Glenarvan tout ce qui manquait à sa petite troupe. Il lui offrit de le conduire à une tolderia indien, distante de 4 milles au plus, où se trouveraient les choses nécessaires à l'expédition. Cette proposition fut faite moitié par geste, moitié en mots espagnols, que Paganel parvint à comprendre. Elle fut acceptée. Aussitôt, Glenarvan et son ami, prenant congé de leurs compagnons, remontèrent le rio sous la conduite du Patagon. Ils marchèrent d'un bon pas pendant 1 heure et demie, et à grandes enjambées pour suivre le géant Thalcave. Toute cette région andine était charmante et d'une opulente fertilité. Les gras pâturages se succédaient l'un à l'autre, et eussent nourri sans peine une armée de 100 000 ruminants. De larges étangs, liés entre eux par d'inextricables lacets de rio, procuraient à ces plaines une verdoyante humidité. Des cygnes à tête noire s'y ébattaient capricieusement et disputaient l'empire des eaux à de nombreuses autruches qui gambadaient à travers les îlanos. Le monde des oiseaux était fort brillant, fort bruyant aussi, mais d'une variété merveilleuse. Les sisacas, gracieuses tourterelles grisâtres au plumage strié de blanc, et les cardinaux jaunes s'épanouissaient sur les branches d'arbres comme des fleurs vivantes. Les pigeons voyageurs traversaient l'espace, tandis que toute la gente emplumée des moineaux, des chingolos, des jilgueros, des monjitas, se poursuivant à tire-d'aile, remplissait l'air de cris pétillants. Jacques Paganel marchait d'admiration en admiration. Les interjections sortaient incessamment de ses lèvres, à l'étonnement du Patagon, qui trouvait tout naturel qu'il y eût des oiseaux par les airs, des cygnes sur les étangs et de l'herbe dans les prairies. Le savant n'eut pas à regretter sa promenade, ni à se plaindre de la durée. Il se croyait à peine parti que le campement des Indiens s'offrait à vue. Cette tolderia occupait le fond d'une vallée étranglée entre les contreforts des Andes. Là vivaient sous de cabanes de branchage une trentaine d'indigènes nomades, paissant de grands troupeaux de vaches laitières, de moutons, de bœufs et de chevaux. Ils allaient ainsi d'un pâturage à l'autre, et trouvaient la table toujours servie pour leurs convives à 4 pattes. Type hybride des races arocaves, de Pehuenches et d'Ocas, ces endopéruviens de couleur olivâtre, de taille moyenne, de forme massive, au front bas et à la face presque circulaire, aux lèvres minces et pommettes saillantes, aux traits efféminés, à la physionomie froide, n'eussent pas offert aux yeux d'un anthropologiste le caractère des races pures. C'étaient en somme des indigènes peu intéressants, mais Glenarvan en voulait à leurs troupeaux, non à eux. Du moment qu'ils avaient des bœufs et des chevaux, ils n'en demandaient pas davantage. Thalcave se chargea de la négociation, qui ne fut pas longue. En échange de 17 petits chevaux de race argentine, tous harnachés d'une centaine de livres de charquis ou viande séchée, de quelques mesures de riz et d'outres de cuir pour l'eau, les Indiens, à défaut de vin ou de rhum, qu'ils eussent préféré, acceptèrent 20 onces d'or, dont ils connaissaient parfaitement la valeur. Glenarvan voulait acheter un 8e cheval pour le Patagon,
mais celui-ci fit comprendre que c'était inutile. Ce marché terminé, Glenarvan prit congé de ses nouveaux fournisseurs, suivant l'expression de Paganel, et il revint au campement en moins d'une demi-heure. Son arrivée fut saluée par des acclamations qu'il voulut bien rapporter à qui de droit, c'est-à-dire aux vivres et aux montures. Chacun mangea avec appétit. Robert prit quelques aliments, ses forces lui étaient presque entièrement retrouvées. La fin de la journée se passa dans un repos complet. On parla un peu de tout, des chairs absentes, du Duncan, du capitaine John Mangles, de son brave équipage, d'Harry Grant, qui n'était pas loin peut-être. Quant à Paganel, il ne quittait pas l'Indien. Il se faisait l'ombre de Thalcave. Il ne se sentait pas d'aise de voir un vrai Patagon, auprès duquel il eût passé pour un nain. Un Patagon qui pouvait presque rivaliser avec cet empereur Maximin et ce nègre du Congo vu par le savant Van der Broek. Hauts de 8 pieds, tous les deux. Puis, il assommait le grave indien de phrases espagnoles, et celui-ci se laissait faire. Le géographe étudiait 100 livres cette fois. On l'entendait articuler des mots retentissants à l'aide du gosier, de la langue et des mâchoires. « Si je n'attrape pas l'accent, répétait-il au major, il ne faudra pas m'en vouloir, mais qui m'eût dit qu'un jour ce serait un Patagon qui m'apprendrait l'espagnol ?» Le lendemain 22 octobre, à 8 heures, Thalcave donna le signal du départ. Le sol argentin, entre le 22e et le 42e degré, s'incline de l'ouest à l'est. Les voyageurs n'avaient plus qu'à descendre une pente douce jusqu'à la mer. Quand le Patagon refusa le cheval que lui offrait Glenarvan, celui-ci pensa qu'il préférait aller à pied, suivant l'habitude de certains guides, et certes, ses longues jambes devaient lui rendre la marche facile. Mais Glenarvan se trompait. Au moment de partir, Thalcave siffla d'une façon particulière. Aussitôt, un magnifique cheval argentin, de superbe taille, sortit d'un petit bois peu éloigné, et se rendit à l'appel de son maître. L'animal était d'une beauté parfaite. Sa couleur brune indiquait une bête de fond, fière, courageuse et vive. Il avait la tête légère et finement attachée, les naseaux largement ouverts, l'œil ardent, les jarrets larges, le garrot bien sorti, la poitrine haute, les pâturons longs, c'est-à-dire toutes les qualités qui font la force et la souplesse. Le major, en parfait connaisseur, admira sans réserve cet échantillon de la race pampéenne, auquel il trouva certaines ressemblances avec le hunter anglais. Ce bel animal s'appelait Tawaka, c'est-à-dire oiseau en langue patagone, et il méritait ce nom à juste titre. Lorsque Thalcave fut en selle, son cheval bondit sous lui. Le Patagon, écuyer consommé, était magnifique à voir. Son harnachement comportait les 2 instruments de chasse usités dans la plaine argentine, les bolas et le lasso. Les bolas consistent en 3 boules réunies ensemble par une courroie de cuir, attachée à l'avant du recado. L'Indien les lance souvent à 100 pas de distance sur l'animal ou l'ennemi qu'il poursuit, et avec une précision telle qu'elles s'enroulent autour de ses jambes et l'abattent aussitôt. C'est donc entre ses mains un instrument redoutable, et il le manie avec une surprenante habileté. Le lasso, au contraire, n'abandonne pas la main qui le brandit. Il se compose uniquement d'une corde longue de 30 pieds, formée par la réunion de 2 cuirs bien tressés et terminée par un nœud coulant qui glisse dans un anneau de fer. C'est ce nœud coulant que lance la main droite, tandis que la gauche tient le reste du lasso, dont l'extrémité est fixée fortement à la selle. Une longue carabine mise en bandoulière complétait les armes offensives du Patagon. Thalcave, sans remarquer l'admiration produite par sa grâce naturelle, son aisance et sa fière désinvolture, prit la tête de la troupe, et l'on partit tantôt au galop, tantôt au pas des chevaux, auxquels l'allure du trot semblait être inconnue. Robert montait avec beaucoup de hardiesse, et rassura promptement Glenarvan sur son aptitude à se tenir en selle. Au pied même de la cordillère commence la plaine des Pampas. Elle peut se diviser en 3 parties. La première s'étend depuis la chaîne des Andes sur un espace de 250 milles, couvert d'arbres peu élevés et de buissons. La seconde, large de 450 milles, est tapissée d'une herbe magnifique et s'arrête à
180 milles de Buenos Aires. De ce point à la mer, le pas du voyageur foule d'immenses prairies de luzerne et de chardon. C'est la troisième partie des Pampas. En sortant des gorges de la cordillère, la troupe de Glenarvan rencontra d'abord une grande quantité de dunes de sable appelées médanos, véritables vagues incessamment agitées par le vent, lorsque la racine des végétaux ne les enchaîne pas au sol. Ce sable est d'une extrême finesse. Aussi, le voyait-on au moindre souffle s'envoler en ébroussin léger ou former de véritables trombes qui s'élevaient à une hauteur considérable. Ce spectacle faisait à la fois le plaisir et le désagrément des yeux. Le plaisir, car rien n'était plus curieux que ces trombes errant par la plaine, luttant, se confondant, s'abattant, se relevant, dans un désordre inexprimable. Le désagrément, car une poussière impalpable se dégageait de ces innombrables médanos, et pénétrait à travers les paupières, si bien fermées qu'elles fussent. Ce phénomène dura durant une grande partie de la journée sous l'action des vents du nord. On marcha rapidement néanmoins, et vers 6 heures, les cordillères éloignées de 40 milles présentaient un aspect noirâtre, déjà perdu dans les brumes du soir. Les voyageurs étaient un peu fatigués de leur route, qui pouvait être estimée à 38 milles. Aussi virent-ils avec plaisir arriver l'heure du coucher. Ils campèrent sur les bords du rapide Neuquem, un rio torrentueux aux eaux troubles, encaissé dans de hautes falaises rouges. Le Neuquem est nommé Ramide ou Comoé par certains géographes et prend sa source au milieu de lacs que les Indiens seuls connaissent. La nuit et la journée suivante n'offrirent aucun incident digne d'être relaté. On allait vite et bien, un sol uni, une température supportable, rendait facile la marche en avant. Vers midi cependant, le soleil fut prodigue de rayons très chauds. Le soir venu, une barre de nuages raya l'horizon de sud-ouest, symptôme assuré d'un changement de temps. Le Patagon ne pouvait s'y méprendre, et du doigt, il indiqua au géographe la zone occidentale du ciel. « Bon, je sais, dit Paganel, en s'adressant à ses compagnons. « Voilà, ajouta-t-il, un changement de temps qui se prépare. Nous allons avoir un coup de pampero. » Et il expliqua que ce pampero est fréquent dans les plaines argentines. C'est un vent du sud-ouest très sec. Thalcave ne s'était pas trompé, et pendant la nuit qui fut assez pénible pour des gens abrités d'un simple poncho, le pampero souffla avec une grande force. Les chevaux se couchèrent sur le sol, et les hommes s'étendirent près d'eux en groupes serrés. Glenarvan craignait d'être retardé si cet ouragan se prolongeait, mais Paganel le rassura après avoir consulté son baromètre. Ordinairement, lui dit le Pampero crée des tempêtes de 3 jours, que la dépression du mercure indique d'une façon certaine. Mais quand, au contraire, le baromètre remonte, et c'est le cas, on en est quitte pour quelques heures de rafales furieuses. Rassurez-vous donc, mon cher ami, au lever du jour, le ciel aura repris sa pureté habituelle. Vous parlez comme un livre, Paganel, répondit Glenarvan. Et j'en suis un, répliqua Paganel. Libre à vous de me feuilleter tant qu'il vous plaira. Le livre ne se trompait pas. À 1 heure du matin, le vent tomba subitement, et chacun put trouver dans le sommeil un repos réparateur. Le lendemain, on se levait frais et dispos. Paganel surtout, qui faisait craquer ses articulations avec un bruit joyeux et s'étirait comme un jeune chien. Ce jour était le 24e d'octobre et le 10e depuis le départ de Talcahuano. 93 milles séparaient encore les voyageurs du point où le rio Colorado coupe le 37e parallèle, c'est-à-dire 3 jours de voyage. Pendant cette traversée du continent américain, Lord Glenarvan guettait avec une scrupuleuse attention l'approche des Indiens. Il voulait les interroger au sujet du capitaine Grant par l'intermédiaire du Patagon, avec lequel Paganel d'ailleurs commençait à s'entretenir suffisamment. Mais on suivait une ligne peu fréquentée des Indiens, car les routes de la Pampa qui vont de la République argentine aux Cordillères sont situées plus au nord. Aussi, Indiens errants ou tribus sédentaires vivant sous la loi des caciques ne se rencontraient pas. Si d'aventure quelques cavaliers nomades apparaissaient au loin, ils s'enfuyaient rapidement, peu soucieux d'entrer en communication avec des inconnus. Une pareille troupe devait sembler suspecte à quiconque se hasardait seul dans la plaine.
aux bandits dont la prudence s'alarmait à la vue de 8 hommes bien armés et bien montés, comme aux voyageurs qui, par ces campagnes désertes, pouvaient voir en eux des gens mal intentionnés. De là, une impossibilité absolue de s'entretenir avec les honnêtes gens ou les pillards. C'était à regretter de ne pas se trouver en face d'une bande de lastreadores, de pillards de la plaine, dut-on commencer la conversation à coups de fusil. Cependant, si Glenarvan, dans l'intérêt de ses recherches, eut à regretter l'absence des Indiens, un incident se produisit qui vint singulièrement justifier l'interprétation du document. Plusieurs fois, la route suivie par l'expédition coupa les sentiers de la Pampa, entre autres une route assez importante, celle de Carmen à Mendoza, reconnaissable aux ossements d'animaux domestiques, de mulets, de chevaux, de moutons ou de bœufs, qui la jalonnaient de leurs débris désagrégés sous le bec des oiseaux de proie, et blanchis à l'action décolorante de l'atmosphère. Ils étaient là par milliers, et sans doute plus d'un squelette humain y confondait sa poussière avec la poussière des plus humbles animaux. Jusqu'alors, Thalcave n'avait fait aucune observation sur la route rigoureusement suivie. Il comprenait cependant que ne se reliant à aucune voie des Pampas, elle n'aboutissait ni aux villes, ni aux villages, ni aux établissements des provinces argentines. Chaque matin, on marchait vers le soleil levant, sans s'écarter de la ligne droite, et chaque soir, le soleil couchant se trouvait à l'extrémité opposée de cette ligne. En sa qualité de guide, Thalcave devait donc s'étonner de voir que non seulement il ne guidait pas, mais qu'on le guidait lui-même. Cependant, s'il s'en étonna, ce fut avec la réserve naturelle aux Indiens. Et, à propos de simples sentiers négligés jusqu'alors, il ne fit aucune observation. Mais ce jour-là, arrivé à la susdite voie de communication, il arrêta son cheval et se tourna vers Paganel. « Route de Carmen, dit-il. »« Eh bien oui, mon brave Patagon, répondit le géographe dans son plus pur espagnol. Route de Carmen à Mendoza. Nous ne la prenons pas, reprit Thalcave. Non, répliqua Paganel. Et nous allons toujours à l'est. C'est aller nulle part. Qui sait? Thalcave se tut et regarda le savant d'un air profondément surpris. Il n'admettait pas pourtant que Paganel plaisantât le moins du monde. Un Indien toujours sérieux ne pense jamais qu'on ne parle pas sérieusement. Vous n'allez donc pas à Carmen, ajouta-t-il après un instant de silence. Non, dit Paganel. Ni à Mendoza? Pas davantage. En ce moment, Glenarvan, ayant rejoint Paganel, lui demanda ce que disait Thalcave et pourquoi il s'était arrêté. Il m'a demandé si nous allions soit à Carmen, soit à Mendoza, répondit Paganel, et il s'étonne fort de ma réponse négative à sa double question. Au fait, notre route doit lui paraître fort étrange, reprit Paganel. Je le crois. Il dit que nous n'allons nulle part. Eh bien, Paganel, est-ce que vous ne pourriez pas lui expliquer le but de notre expédition et quel intérêt nous avons à marcher toujours à l'est? Ce sera fort difficile, répondit Paganel, car un Indien n'entend rien au degré terrestre, et l'histoire du document sera pour lui une histoire fantastique. Mais, dit sérieusement le major, sera-ce l'histoire qu'il ne comprendra pas, ou l'historien? Ah, MacNabs, répliqua Paganel. Voilà que vous doutez encore de mon espagnol. Eh bien, essayez, mon digne ami. Essayons. Paganel se tourna vers le Patagon et entreprit un discours fréquemment interrompu par le manque de mots, par la difficulté de traduire certaines particularités et d'expliquer à un sauvage à demi ignorant des détails fort peu compréhensibles pour lui. Le savant était curieux à voir. Il gesticulait, il articulait, il se démenait de 100 façons, et des gouttes de sueur tombaient en cascade de son front à sa poitrine. Quand la langue n'alla plus, le bras lui vint en aide. Paganel mit pied à terre, et là, sur le sable, il traça une carte géographique où se croisaient des latitudes et des longitudes, où figuraient les deux océans, où s'allongeait la route de Carmen. Jamais professeur ne fut dans un tel embarras. Thalcave, qui regardait ce manège d'un air tranquille, sans laisser voir s'il comprenait ou non, la leçon de géographie dura plus d'une demi-heure. Puis, il se tut, épongea son visage qui fondait en eau, et regarda le Patagon. « A-t-il compris » demanda Glenarvan. « Nous verrons bien, » répondit Paganel. « Mais s'il n'a pas compris, j'y renonce. » Thalcave ne bougeait pas.
Il ne parlait pas davantage. Ses yeux restaient attachés aux figures tracées dans le sable, que le vent effaçait peu à peu. « Eh bien ?» lui demanda Paganel. Thalcave ne parut pas l'entendre. Paganel voyait déjà un sourire ironique se dessiner sur les lèvres du major, et, voulant en venir à son honneur, il allait recommencer avec une nouvelle énergie ses démonstrations géographiques, quand le Patagon l'arrêta d'un geste. « Vous cherchez un prisonnier ?» dit-il. « Oui, répondit Paganel. Et précisément sur cette ligne comprise entre le soleil qui se couche et le soleil qui se lève, ajouta Thalcave, en précisant par une comparaison à la mode indienne la route de l'ouest à l'est. Oui, oui, c'est cela. Et c'est votre Dieu, dit le Patagon, qui a confié au flot de la vaste mer les secrets du prisonnier. Dieu lui-même. Que sa volonté s'accomplisse alors, répondit Thalcave avec une certaine solennité. Nous marcherons dans l'est, et s'il le faut, jusqu'au soleil. Paganel, triomphant dans la personne de son élève, traduisit immédiatement à ses compagnons les réponses de l'Indien. « Quelle race intelligente !» ajouta-t-il. « Sur 20 paysans de mon pays, 19 n'auraient rien compris à mes explications. » Glenarvan engagea Paganel à demander au Patagon s'il avait entendu dire que des étrangers fussent tombés entre les mains d'Indiens des Pampas. Paganel fit la demande et attendit la réponse. « Peut-être, » dit le Patagon. À ce mot, immédiatement traduit, Thalcave fut entouré de 7 voyageurs. On l'interrogeait du regard. Paganel, ému et trouvant à peine ses mots, reprit cet interrogatoire si intéressant, tandis que ses yeux fixés sur le grave indien essayaient de surprendre sa réponse avant qu'elle ne sortît de ses lèvres. Chaque mot espagnol du Patagon, il le répétait en anglais, de telle sorte que ses compagnons l'entendaient parler, pour ainsi dire, dans leur langue naturelle. « Et ce prisonnier ?» demanda Paganel. « C'était un étranger, » répondit Thalcave, un Européen. « Vous l'avez vu ?»« Non, mais il est parlé de lui dans les récits des Indiens. C'était un brave, il avait un cœur de taureau. »« Un cœur de taureau ?» dit Paganel. « Ah, magnifique langue patagone. Vous comprenez, mes amis, un homme courageux. »« Mon père !» s'écria Robert Grant. Puis, s'adressant à Paganel, « Comment dit-on « c'est mon père » en espagnol ?» lui demanda-t-il. « Es mio padre » répondit le géographe. Aussitôt, Robert, prenant les mains du Thalcave, dit d'une douce voix « Es mio padre !»« Su padre » répondit le Patagon, dont le regard s'éclaira. Il prit l'enfant dans ses bras, l'enleva de son cheval et le considéra avec la plus curieuse sympathie. Son visage intelligent était empreint d'une paisible émotion. Mais Paganel n'avait pas terminé son interrogatoire. Ce prisonnier, où était-il? Que faisait-il? Quand Thalcave en avait-il entendu parler? Toutes ces questions se pressaient à la fois dans son esprit. Les réponses ne se firent pas attendre, et il apprit que l'Européen était esclave de l'une des tribus indiennes qui parcourent le pays entre le Colorado et le Rio Negro. Mais où se trouvait-il en dernier lieu? Demanda Paganel. Chez le cacique Calfoucoura, répondit Thalcave. Sur la ligne suivie par nous jusqu'ici? Oui. Et quel est ce cacique? Le chef des Indiens Poyuches. Un homme à 2 langues, un homme à 2 cœurs. C'est-à-dire faux en parole et faux en action, dit Paganel, après avoir traduit à ses compagnons. Cette belle image de la langue patagone. Et pourrons-nous délivrer notre ami? Ajouta-t-il. Peut-être, s'il est encore aux mains des Indiens. Et quand avez-vous entendu parler de lui? Il y a longtemps, et depuis lors, le soleil a ramené déjà 2 étés dans le ciel, les Pampas. La joie de Glenarvan ne put se décrire. Cette réponse concordait exactement avec la date du document. Mais une question restait à poser à Thalcave. Paganel la fit aussitôt. Vous parlez d'un prisonnier, dit-il. Est-ce qu'il n'y en avait pas 3? Je ne sais, répondit Thalcave. Et vous ne connaissez rien de la situation actuelle? Rien. Ce dernier mot termina la conversation. Il était possible que les 3 prisonniers fussent séparés depuis longtemps. Mais ce qui résultait des renseignements donnés par le Patagon, c'est que les Indiens parlaient d'un Européen tombé en leur pouvoir.
la date de sa captivité, l'endroit même où il devait être, tout jusqu'à la phrase patagone employée pour exprimer son courage, se rapportait évidemment au capitaine Harry Grant. Le lendemain, 25 octobre, les voyageurs reprirent avec une animation nouvelle, la route de l'Est. La plaine, toujours triste et monotone, formait un de ces espaces sans fin qui se nommaient travessias dans la langue du pays. Le sol argileux, livré à l'action des vents, représentait une horizontalité parfaite. Pas une pierre, pas un caillou, même, excepté dans quelques ravins arides et desséchés, ou sur le bord des mares artificielles creusées de la main des Indiens. À de longs intervalles apparaissaient des forêts basses, à cimes noirâtres, que perçaient çà et là des caroubiers blancs, dont la gousse renferme une pulpe sucrée, agréable et rafraîchissante. Puis, quelques bouquets de térébinthes, des chagnales, des genêts sauvages, et toute espèce d'arbre épineux dont la maigreur trahissait déjà l'infertilité du sol. Le 26, la journée fut fatigante. Il s'agissait de gagner le Rio Colorado. Mais les chevaux, excités par leurs cavaliers, firent une telle diligence que le soir même, par 69 degrés 45 minutes de longitude, ils atteignirent le beau fleuve des régions pampéennes. Son nom indien, le Kobulebu, signifie grande rivière, et après un long parcours, il va se jeter dans l'Atlantique. Là, vers son embouchure, se produit une particularité curieuse, car alors la masse de ses eaux diminue en s'approchant de la mer. Soit par imbibition, soit par évaporation, et la cause de ce phénomène n'est pas encore parfaitement déterminée. En arrivant au Colorado, le premier soin de Paganel fut de se baigner géographiquement dans ces eaux colorées par une argile rougeâtre. Il fut surpris de les trouver aussi profondes, résultat uniquement dû à la fonte des neiges sous le premier soleil de l'été. De plus, la largeur du fleuve était assez considérable pour que les chevaux ne pussent le traverser à la nage. Fort heureusement, à quelques centaines de toises en amont, se trouvait un pont de clayonnage soutenu par des lanières de cuir et suspendu à la mode indienne. La petite troupe put donc passer le fleuve et camper sur la rive gauche. Avant de s'endormir, Paganel voulut prendre un relèvement exact du Colorado, et il le pointa sur sa carte avec un soin particulier. À défaut du Yarou Chu, qui coulait sans lui dans les montagnes du Tibet. Pendant les 2 journées suivantes, celles du 27 et du 28 octobre, le voyage s'accomplit sans incident, même monotonie et même stérilité du terrain. Jamais paysage ne fut moins varié, jamais panorama plus insignifiant. Cependant, le sol devint très humide, et il fallut passer des canadas, sortes de bas-fonds inondés, et des esteros, lagunes permanentes encombrées d'herbes aquatiques. Le soir, les chevaux s'arrêtèrent au bord d'un vaste lac, aux eaux fortement minéralisées, l'Urelanquem, nommé lac amer par les Indiens, qui fut en 1862 témoin de cruelles représailles des troupes argentines. On campa à la manière accoutumée, et la nuit n'aurait été bonne, n'eût été la présence des singes, des alouates, des espèces de sapajous, et des chiens sauvages. Ces bruyants animaux, sans doute en l'honneur, mais à coup sûr pour le désagrément des oreilles européennes, exécutèrent une des symphonies naturelles que n'eût pas désavoué un compositeur de l'avenir. La Pampasie argentine s'étend du 34e au 40e degré de latitude australe. Le mot pampa, d'origine araucanienne, signifie plaine d'herbe et s'applique justement à cette région. Les mimosées arborescentes de sa partie occidentale, les herbages substantiels de sa partie orientale, lui donnent un aspect particulier. Cette végétation prend racine dans une couche de terre qui recouvre le sol argilo-sableux, rougeâtre ou jaune. Le géologue trouverait des richesses abondantes s'il interrogeait ces terrains de l'époque tertiaire. Là gisent en quantité infinie des ossements antédiluviens que les Indiens attribuent à de grandes races de tatous disparus. Sous cette poussière végétale est enfouie l'histoire primitive de ces contrées. La pampa américaine est une spécialité géographique, comme les savanes des Grands Lacs ou les steppes de la Sibérie. Son climat
à des chaleurs et des froids plus extrêmes que celui de la province de Buenos Aires, étant plus continental. Car depuis que l'explication que donna Paganel, la chaleur de l'été emmagasinée dans l'océan qu'il absorbe est lentement restituée par lui pendant l'hiver. De là, cette conséquence que les îles ont une température plus uniforme que l'intérieur des continents. Aussi, le climat de la Pampasie occidentale n'a-t-il jamais cette égalité qu'il présente sur les côtes, grâce au voisinage de l'Atlantique. Il est soumis à de brusques excès, à des modifications rapides qui font incessamment sauter d'un degré à l'autre les colonnes thermométriques. En automne, c'est-à-dire pendant les mois d'avril et de mai, les pluies y sont fréquentes et torrentielles. Mais à cette époque de l'année, le temps était très sec et la température fort élevée. On partit dès l'aube, vérification faite de la route, le sol enchaîné par les arbrisseaux et les arbustes offrait une fixité parfaite. Plus de médanos, ni le sable dont il se formait, ni la poussière que le vent tenait en suspension dans les airs. Les chevaux marchaient d'un bon pas, entre les touffes de paia brava, l'herbe pampéenne par excellence, qui sert d'abri aux Indiens pendant les orages. À de certaines distances, mais de plus en plus rares, quelques bas-fonds humides laissaient pousser des saules et une certaine plante, le Gynierum argentum, qui se plaît dans le voisinage des eaux douces. Là, les chevaux se délectaient d'une bonne lampée, prenant le bien quand il venait et se désaltérant pour l'avenir. Thalcave en avant battait les buissons. Il effrayait ainsi les cholinas, vipères de la plus dangereuse espèce, dont la morsure tue un bœuf en moins d'une heure. L'agile Tauka bondissait au-dessus des broussailles et aidait son maître à frayer un passage aux chevaux qui le suivaient. Le voyage sur les plaines unies et droites s'accomplissait donc facilement et rapidement. Aucun changement ne se produisit dans la nature de la prairie. Pas une pierre, pas un caillou, même à 100 000 à la ronde, jamais pareille monotonie ne se rencontra, ni si obstinément prolongée. De paysages, d'incidents, de surprises naturelles, il n'y avait pas l'ombre. Il fallait être un Paganel, un de ces enthousiastes savants qui voient là où il n'y a rien à voir, pour prendre l'intérêt aux détails de la route. À quel propos? Il n'aurait pu le dire. Un buisson tout au plus, un brin d'herbe peut-être. Cela lui suffisait pour exciter sa façon inépuisable et instruire Robert, qui se plaisait à l'écouter. Pendant cette journée du 29 octobre, la plaine se déroula entre les voyageurs avec son uniformité infinie. Vers 2 heures, de longues traces d'animaux se rencontrèrent sous les pieds de chevaux. C'étaient les ossements d'un innombrable troupeau de bœufs amoncelés et blanchis. Les débris ne s'allongeaient pas en lignes sinueuses, telles que la laissent après eux des animaux à bout de force et tombant peu à peu sur la route. Ainsi, personne ne savait expliquer comment cette réunion de squelettes, dans un espace relativement restreint, et Paganel, quoiqu'il fît pas plus que les autres, il interrogea donc Thalcave, qui ne fut point embarrassé de lui répondre. Un « pas possible » du savant et un signe très affirmatif du Patagon intriguèrent fort leurs compagnons. « Qu'est-ce donc » demanda-t-il. « Le feu du ciel » répondit le géographe. « Quoi, la foudre aurait produit un tel désastre » dit Tom Austin. « Un troupeau de 500 têtes étendues sur le sol ?» Thalcave l'affirme, et Thalcave ne se trompe pas. Je le crois d'ailleurs, car les orages des Pampas se signalent, entre tous, par leur fureur. Puissions-nous ne pas les éprouver un jour? Il fait bien chaud, dit Wilson. Le thermomètre, répondit Paganel, doit marquer 30 degrés à l'ombre. Cela ne m'étonne pas, dit Glenarvan. Je sens l'électricité qui me pénètre. Espérons que cette température ne se maintiendra pas. Oh, fit Paganel, il ne faut pas compter là-dessus, puisque l'horizon est libre de toute brume. Tant pis, répondit Glenarvan, car nos chevaux sont très affectés par la chaleur. Tu n'as pas trop chaud, mon garçon? Ajouta-t-il en s'adressant à Robert. Non, milord, répondit le petit bonhomme. J'aime la chaleur, c'est une bonne chose. L'hiver, surtout, fit observer judicieusement le major, en lançant vers le ciel la fumée de son cigare. Le soir, on s'arrête près d'un rancho, abandonné. Un entrelacement de branchages mastiqués, debout et recouverts de chaume. Cette cabane attenait
à une enceinte de pieux à demi pourrie, qui suffit cependant à protéger les chevaux pendant la nuit contre les attaques des renards. Non qu'ils eussent rien à redouter personnellement de la part de ces animaux, mais les malignes bêtes rongent leur licou et les chevaux en profitent pour s'échapper. À quelques pas du rancho était creusé un trou qui servait de cuisine et contenait des cendres refroidies. À l'intérieur, il y avait un banc, un gravat de cuir de bœuf, une marmite, une broche et une bouilloire à maté. Le maté est une boisson forte en usage dans l'Amérique du Sud. C'est le thé des Indiens. Il consiste en une infusion de feuilles séchées au feu, où on l'aspire comme les boissons américaines au moyen d'un tube de paille. À la demande de Paganel, Thalcave accompagna fort avantageusement les comestibles ordinaires et fut déclaré excellent. Le lendemain 30 octobre, le soleil se leva dans une brume ardente et versa sur le sol ses rayons les plus chauds. La température de cette journée devait être excessive, en effet, et malheureusement, la plaine n'offrait aucun abri. Cependant, on reprit courageusement la route de l'Est. Plusieurs fois se rencontrèrent d'immenses troupeaux, qui, n'ayant pas la force de paître, sous cette chaleur accablante, restaient paresseusement étendus. De gardiens de bergers, pour mieux dire, il n'était pas question. Des chiens habitués à téter les brebis quand la soif les aiguillonne surveillent seuls ces nombreuses agglomérations de vaches, de taureaux et de bœufs. Ces animaux sont d'ailleurs d'humeur douce. Ils n'ont pas cette horreur instinctive du rouge qui distingue leurs congénères européens. Cela vient sans doute de ce qu'ils pèsent l'herbe d'une république, dit Paganel, enchanté de sa plaisanterie un peu trop française peut-être. Vers le milieu de la journée, quelques changements se produisirent dans la pampa, qui ne pouvait échapper à des yeux fatigués de sa monotonie. Les graminées devinrent plus rares. Elles firent place à de maigres bardanes et à des chardons gigantesques, hauts de 9 pieds, qui eussent fait le bonheur de tous les ânes de la terre. Les chagnards esrabougris et autres arbrisseaux épineux d'un vert sombre, plantes chères au terrain desséché, poussaient çà et là. Jusqu'alors, une certaine humidité conservée dans l'argile de la prairie entretenait les pâturages. Le tapis d'herbe était épais et luxueux, mais alors sa moquette usée par places, arrachée en mains endroits, laissait voir la trame et étalait au regard la misère du sol. Ces symptômes d'une croissante sécheresse ne pouvaient être méconnus, et Thalcave les fit remarquer. « Je ne suis pas fâché de ce changement, dit Tom Austin. Toujours de l'herbe, cela devient écœurant à la longue. Oui, mais toujours de l'herbe, toujours de l'eau, répondit le major. Oh, nous ne sommes pas à court, dit Wilson, et nous trouverons bien quelques rivières sur notre route. Si Paganel avait entendu cette réponse, il n'eût pas manqué de dire que les rivières étaient rares entre le Colorado et les Sierras de la province argentine. Mais en ce moment, il expliqua à Glenarvan un fait sur lequel celui-ci venait d'attirer son attention. Depuis quelque temps, l'atmosphère semblait être imprégnée d'une odeur de fumée. Cependant, nul feu n'était visible à l'horizon. Nulle fumée ne trahissait un incendie éloigné. On ne pouvait donc assigner à ce phénomène une cause naturelle. Bientôt, cette odeur d'herbe brûlée devint si forte qu'elle étonna les voyageurs moins Paganel et Thalcave. Le géographe, que l'explication d'un fait quelconque ne pouvait embarrasser, fit à ses amis la réponse suivante. « Nous ne voyons pas le feu, dit-il, et nous sentons la fumée. Or, pas de fumée sans feu, et le proverbe est vrai en Amérique comme en Europe. Il y a donc un feu quelque part. Seulement, ces pampas sont si unis que rien n'y gêne. Les courants de l'atmosphère, et l'on y sent souvent l'odeur d'herbe qui brûle à une distance de près de 75 000. 75 000 répliqua le major, d'un ton peu convaincu. Tout autant, affirma Paganel. Mais j'ajoute que ces conflagrations se propagent sur une grande échelle et atteignent souvent un développement considérable. Qui met le feu à des prairies demande Robert. Quelquefois la foudre, quand l'herbe est desséchée par la chaleur, quelquefois aussi la main des Indiens. Et dans quel but ?
Ils prétendent, je ne sais jusqu'à quel point cette prétention est fondée, qu'après un incendie des pampas, les graminées y poussent mieux. Ce serait alors un moyen de revivifier le sol par l'action des cendres. Pour mon compte, je crois plutôt que ces incendies sont destinés à détruire des milliards d'ixodes, sorte d'insectes parasites qui accommodent particulièrement les troupeaux. Mais ce moyen énergique, dit le major, doit coûter la vie à quelques-uns des bestiaux qui errent la plaine. Oui, il en brûle, mais qu'importe dans le nombre. Je ne réclame pas pour eux, reprit Mac Nab, c'est leur affaire, mais pour les voyageurs qui traversent la pampa, ne peut-il arriver qu'ils soient surpris et enveloppés par les flammes? Comment donc? S'écria Paganel avec un air de satisfaction visible. Cela arrive quelquefois, et pour ma part, je ne serais pas fâché d'assister à un tel spectacle. Voilà bien notre savant, répondit Glenarvan. Il pousserait l'amour de la science jusqu'à se faire brûler vif. Ma foi, non, mon cher Glenarvan. Mais on a lu son Cooper, et Bas de Cuir nous a enseigné le moyen d'arrêter la marche des flammes en arrachant l'herbe autour de soi, dans un rayon de quelques toises. Rien n'est plus simple. Aussi, je ne redoute pas l'approche d'un incendie, et je l'appelle de tous mes vœux. Mais les désirs de Paganel ne devaient pas se réaliser, et s'il retient moitié, ce fut uniquement à la chaleur des rayons du soleil, qui versaient une insoutenable ardeur. Les chevaux haletaient sous l'influence de cette température tropicale. Il n'y avait pas d'ombre à espérer, à moins qu'elle ne vînt de quelques rares nuages voilant le disque enflammé. L'ombre courait alors sur le sol uni, et les cavaliers, poussant leurs montures, essayaient de se maintenir dans la nappe fraîche que les vents d'ouest chassaient devant eux. Mais les chevaux, bientôt distancés, demeuraient en arrière, et l'astre dévoilé arrosait d'une nouvelle pluie de feu le terrain calciné des pampas. Cependant, quand Wilson avait dit que la provision d'eau ne manquerait pas, il comptait sans la soif inextinguible qui dévora ses compagnons pendant cette journée. Quand elle avait ajouté que l'on rencontrerait quelques rios sur la route, il s'était trop avancé. En effet, non seulement les rios manquaient, car la plante du sol ne leur offrait aucun lit favorable, mais les mares artificielles creusées de la main des Indiens étaient également taries. En voyant le symptôme de sécheresse s'accroître de mille en mille, Paganel fit quelques observations à Thalcave et lui demanda où il comptait trouver de l'eau. Au lac Salinas, répondit l'Indien. Et quand y arriverons-nous? Demain soir. Les Argentins, ordinairement, quand ils voyagent dans la pampa, creusent des puits et trouvent de l'eau à quelques toises au-dessous du sol. Mais les voyageurs, privés des outils nécessaires, n'avaient pas cette ressource. Il fallut donc se rationner, et si l'on ne souffrit pas absolument de l'irritante besoin de boire, personne du moins ne peut étancher complètement sa soif. Le soir, on fit halte après une traite de 30 milles. Chacun comptait sur une bonne journée pour le remettre des fatigues du jour, et elle fut précisément troublée par une nuée de moustiques et de maringouins. Leur présence indiquait un changement du vent, qui, en effet, tourna et passa dans le nord. Ces maudits insectes disparaissaient généralement avec les brises du sud ou du sud-ouest. Si les majors gardaient son calme, même au milieu des petites misères de la vie, Paganel, au contraire, s'indignait de taquineries du sort. Il donna un diable aux Indiens et maringouins, et sonna cette véritable aventure. Euh, J'ai raté une ligne. Si le major gardait son calme, même au milieu des petites misères de la vie, Paganel au contraire s'indignait des taquineries du sort. Il donna au diable moustiques et maringouins, et regretta fort l'eau acidulée qui eût calmé les 1000 cuissons des piqûres. Bien que le major essaya de le consoler en lui disant que sur les 300 000 espèces d'insectes que comptent les naturalistes, on devait s'estimer heureux de n'avoir affaire qu'à 2 seulement. Il se réveilla de fort mauvaise humeur. Cependant, il ne se fit point prier pour repartir dès l'aube naissante, car il s'agissait d'arriver le jour même au lac Salinas. Les chevaux étaient très fatigués, ils mouraient de soif, et quoique leurs cavaliers se fussent privés pour eux, leur ration avait été très restreinte. La sécheresse était encore plus forte, et la chaleur non moins intolérable, sous le souffle poussiéreux du vent du nord.
ce Simoun des Pampas. Pendant cette journée, la monotonie du voyage fut un instant interrompue. Mulrady, qui marchait en avant, revint sur ses pas, en signalant l'approche d'un parti indien. Cette rencontre fut appréciée diversement. Glenarvan songea aux renseignements que ces indigènes pourraient lui fournir sur les naufragés du Britannia. Thalcava, pour son compte, ne se réjouit guère de trouver sur sa route des Indiens nomades de la prairie. Il les tenait pour pillards et voleurs et ne cherchait qu'à les éviter. Suivant ses ordres, la petite troupe se massa, et les armes furent mises en état. Il fallait être prêt à tout événement. Bientôt, on aperçut le détachement indien. Il se composait seulement d'une dizaine d'indigènes, ce qui rassura le Patagon. Les Indiens s'approchèrent à une centaine de pas. On pouvait facilement les distinguer. C'étaient des naturels appartenant à cette race pampéenne, balayée en 1833 par le général Rosas. Leur front élevé, bombé et non fuyant, leur haute taille, leur couleur olivâtre, en faisaient de beaux types de la race indienne. Ils étaient vêtus de peau de ganac ou de moufette, et portaient avec la lance longue de 20 pieds, couteau, fronde, bolas et lasso. Leur dextérité à manier le cheval indiquait d'habiles cavaliers. Ils s'arrêtèrent à 100 pas et parurent conférer, criant et gesticulant. Glenarvan s'avança vers eux, mais il n'avait pas franchi 2 toises que le détachement fit volte-face, disparut avec une incroyable vélocité. Les chevaux harassés des voyageurs n'auraient jamais pu l'atteindre. « Les lâches !» s'écria Paganel. « Ils s'enfuient trop vite pour d'honnêtes gens, dit Mac Nabbs. Quels sont ces Indiens demanda Paganel à Thalcave. Gauchos, répondit le Patagon. Des Gauchos reprit Paganel, en se tournant vers ses compagnons. Des Gauchos. Alors nous n'avions pas besoin de prendre tant de précautions, il n'y avait rien à craindre. Pourquoi cela dit le major. Parce que les Gauchos sont des paysans inoffensifs. Vous croyez, Paganel? Sans doute ceux-ci nous ont pris pour des voleurs, et ils se sont enfuis. Je crois plutôt qu'ils n'ont pas osé nous attaquer, répondit Glenarvan, très vexé de n'avoir pu communiquer avec ces indigènes, quels qu'ils fussent. C'est mon avis, dit le major, car, si je ne me trompe, loin d'être inoffensifs, les Gauchos sont au contraire de francs et redoutables bandits. Par exemple, s'écria Paganel, et il se mit à discuter vivement cette thèse ethnologique, si vivement même qu'il trouva le moyen d'émouvoir le major, et s'attira cette répartie peu habituelle dans les discussions de Mac Nabbs. « Je crois que vous avez tort, Paganel. »« Tort ?» répondit le savant. « Oui, Thalcave lui-même a pris ces Indiens pour des voleurs, et Thalcave sait à quoi s'en tenir. »« Eh bien, Thalcave s'est trompé cette fois, » riposta Paganel avec une certaine aigreur. « Les Gauchos sont des agriculteurs, des pasteurs, pas autre chose. Et moi-même, je l'ai écrit dans une brochure assez remarquée sur les indigènes des Pampas. »« Eh bien, vous avez commis une erreur, monsieur Paganel. »« Moi? Une erreur, monsieur Mac Nabbs ? » Par distraction, si vous voulez, répliqua le major en insistant, et vous en serez quitte pour faire quelques errata à votre prochaine édition. Paganel, très mortifié d'entendre discuter et même plaisanter sur ses connaissances géographiques, sentit la mauvaise humeur le gagner. « Sachez, monsieur, dit-il, que mes livres n'ont pas besoin d'errata de cette espèce. »« Si, à cette occasion du moins, riposta Mac Nabbs, qui s'entêtait à son tour. »« Monsieur, je vous trouve taquin aujourd'hui, répartit Paganel. »« Et moi je vous trouve aigre, riposta le major. La discussion prenait. On le voit à des proportions inattendues. Et sur un sujet qui certes n'en valait pas la peine, Glenarvan jugea à propos d'intervenir. « Il est certain qu'il y a d'un côté taquinerie et de l'autre aigreur, ce qui m'étonne de votre part à tous deux. » Le Patagon, sans comprendre le sujet de la querelle, avait facilement deviné que les deux amis se disputaient. Il se mit à sourire et dit tranquillement. « C'est le vent du Nord. »« Le vent du Nord !» s'écria Paganel. « Qu'est-ce que le vent du Nord a à faire dans tout ceci ?»« Eh, c'est cela même, » répondit Glenarvan. « C'est le vent du Nord qui est la cause de votre mauvaise humeur. J'ai entendu dire qu'il irritait particulièrement le système nerveux dans le sud de l'Amérique. »« Par Saint Patrick, Edward, vous avez raison, dit Major, et il partit d'un éclat de rire. Mais Paganel, vraiment monté, ne voulut pas démordre de la discussion, et il se rabattit sur Glenarvan, dont l'intervention lui parut un peu trop plaisante. «
Ah, vraiment, milord, dit-il. J'ai le système nerveux irrité. J'ai le système nerveux irrité. Oui, Paganel. C'est le vent du Nord, un vent qui fait commettre bien des crimes dans les Pampas, comme la tramontane dans la campagne de Rome. Des crimes repartit le savant. J'ai l'air d'un homme qui veut commettre des crimes? Je ne dis pas précisément cela. Dites tout de suite que je veux vous assassiner. Eh, répondit Glenarvan, qui riait sans pouvoir se contenir. J'en ai peur. Heureusement que le vent du Nord ne dure qu'un jour. Tout le monde à cette réponse fit chorus avec Glenarvan. Alors, Paganel piqua des deux et s'en alla, et en avant passait sa mauvaise humeur. Un quart d'heure après, il n'y pensait plus. Ce fut ainsi le bon caractère du savant fut un instant troublé. Ce fut ainsi que le bon caractère du savant fut un instant troublé. Mais comme l'avait fort bien dit Glenarvan, il fallait attribuer cette faiblesse à une cause tout extérieure. À 8 heures du soir, Thalcave ayant poussé une pointe en avant, signala les barrancas du lac tant désiré. Un quart d'heure après, la petite troupe descendait les berges du Salinas. Mais là l'attendait une grave déception. Le lac était à sec. Et on va faire une micro-pause parce que tout doucement, ça fait déjà 1 heure d'affilée que je lis. Donc je vais repousser un tout petit peu ma voix. Si vous voulez recharger boisson chaude, petit truc à grignoter, c'est le moment, c'est l'instant. On se retrouve dans 5 minutes.
Et voilà. Chapitre 18. À la recherche d'une Négrade. Le lac Salinas termine le chapelet de lagunes, qui se rattache aux Sierras Ventana et Gamini. De nombreuses expéditions venaient autrefois de Buenos Aires y faire provision de sel, car ces eaux contiennent du chlorure de sodium dans une remarquable proportion. Mais alors, l'eau volatilisée par une chaleur ardente avait déposé tout le sel qu'elle contenait en suspension, et le lac ne formait plus qu'un immense miroir resplendissant. Lorsque Thalcave annonça la présence d'un liquide potable au lac Salinas, il entendait parler des rios d'eau douce qui s'y précipitent en maint endroits. Mais en ce moment, ces affluents étaient taris, comme lui. L'ardent soleil avait tout bu. De la consternation générale. Quand la troupe altérée arriva sur les rives desséchées du Salinas, il fallait prendre un parti. Le peu d'eau conservée dans les outres était à demi corrompue et ne pouvait désaltérer. La soif commençait à se faire cruellement sentir. La faim et la fatigue disparaissaient devant cet impérieux besoin. Un rouka, sorte de tente de cuir dressée dans un pli de terrain et abandonnée des indigènes, servit de retraite aux voyageurs épuisés, tandis que leurs chevaux, étendus sur les bords vaseux du lac, broyaient avec répugnance les plantes marines et les roseaux secs. Lorsque chacun eut pris place dans le rouka, Paganel interrogea Thalcave et lui demanda son avis sur ce qu'il convenait de faire. Une conversation rapide dont Glenarvan saisit quelques mots, cependant, s'établit entre le géographe et l'Indien. Thalcave parlait avec calme. Paganel gesticulait pour deux. Ce dialogue dura quelques minutes, et le Patagon croisa les bras. « Qu'a-t-il dit » demanda Glenarvan. « J'ai cru comprendre qu'il conseillait de nous séparer. »« Oui, en deux troupes, répondit Paganel. Ceux de nous dont les chevaux, accablés de fatigue et de soif, peuvent à peine mettre un pied devant l'autre, continueront tant bien que mal la route du 37e parallèle. Les mieux montés, au contraire, les devançant sur cette route, iront reconnaître la rivière Gamini, qui se jette dans le lac San Lucas, à 31 milles d'ici. Si l'eau s'y trouve en quantité suffisante, ils attendront leurs compagnons sur les bords de la Gamini. Si l'eau manque, ils reviendront au-devant d'eux pour leur épargner un voyage inutile. « Et alors » demanda Tom Austin. « Alors, il faut se résoudre à descendre pendant 75 milles vers le sud, jusqu'aux premières ramifications de la Sierra Ventana, où les rivières sont nombreuses. »« L'avis est bon, » répondit Glenarvan, « et nous le suivrons sans retard. Mon cheval n'a pas encore trop souffert du manque d'eau, et j'offre d'accompagner Thalcave. »« Oh, milord, emmenez-moi, » dit Robert, comme s'il se fût agi d'une partie de plaisir. « Mais pourras-tu nous suivre, mon enfant ? » ?»« Oui, j'ai une bonne bête qui ne demande pas mieux que d'aller en avant. Voulez-vous, milord, je vous prie ? » ?»« Viens donc, mon garçon, » dit Glenarvan, enchanté de ne pas se séparer de Robert. « À nous trois, ajouta-t-il, nous serons bien maladroits si nous ne découvrons pas quelques égades fraîches et limpides. »« Eh bien, et moi ?» dit Paganel. « Oh, vous, mon cher Paganel, répondit le major, vous resterez avec le détachement de réserve. Vous connaissez trop bien le 37e parallèle et la rivière Gamini et la Pampa tout entière pour nous abandonner. Ni Mulrady, ni Wilson, ni moi, nous ne sommes capables de rejoindre Thalcave à son rendez-vous, tandis que nous marcherons avec confiance sous la bannière du brave Jacques Paganel. »« Je me résigne, répondit le géographe, très flatté d'obtenir un commandement supérieur. Mais pas de distraction, ajouta le major. N'allez pas nous conduire où nous n'avons que faire, et nous ramener par exemple sur les bords de l'océan Pacifique. Vous le mériteriez, major insupportable, répondit en riant Paganel. Cependant, dites-moi, mon cher Glenarvan, comment comprendrez-vous le langage de Thalcave ? Je suppose, répondit Glenarvan, que le Patagon et moi, nous n'aurons pas besoin de causer. D'ailleurs, avec quelques mots d'espagnol que je possède, je parviendrai bien à lui, dans une circonstance pressante, à lui exprimer ma pensée et à comprendre la sienne. « Allez donc, mon digne ami, répondit Paganel. « Soupons d'abord, dit Glenarvan, et dormons s'il se peut jusqu'à l'heure du départ. » On soupa sans boire, ce qui parut peu rafraîchissant, et l'on dormit faute de mieux. Paganel rêva de torrents, de cascades, de rivières, de fleuves, d'étangs, de ruisseaux, voire même de carafes pleines, en un mot,
tout ce qui contient habituellement une eau potable. Ce fut un vrai cauchemar. Le lendemain, à 6 heures, les chevaux de Thalcave et de Glenarvan et de Robert Grant furent scellés. On leur fit boire la dernière ration d'eau, et ils l'avalèrent avec plus d'envie que de satisfaction, car elle était très nauséabonde. Puis les 3 cavaliers se mirent en selle. « Au revoir, dirent le major Austin Wilson et Mulrady. « Surtout, tâchez de ne pas revenir, ajouta Paganel. Bientôt, le Patagon, Glenarvan et Robert perdirent de vue, non sans un certain serrement de cœur, le détachement confié à la sagacité du géographe. Le Desercio de las Salinas, qu'ils traversaient alors, est une plaine argileuse, couverte d'arbustes rabougris hauts de 10 pieds, de petites mimosées que les Indiens appellent curamamel, et de jumes, arbustes buissonneux, riches en soude. Ça et là, de larges plaques de sel réverbéraient les rayons du soleil, avec une étonnante intensité. L'œil eût aisément confondu ces barreros avec des surfaces glacées par un froid violent. Mais l'ardeur du soleil avait vite fait de le détromper. Néanmoins, ce contraste d'un sol aride et brûlé, avec ses nappes étincelantes, donnait à ce désert une physionomie très particulière qui intéressait le regard. À 80 milles dans le sud, au contraire, cette Sierra Ventana, vers laquelle le dessèchement possible de la Gamini forcerait peut-être les voyageurs de descendre, présentait un aspect différent. Ce pays, reconnu en 1835 par le capitaine Fitzroy, qui commandait alors l'expédition du Beagle, est d'une fertilité superbe. Là pousse une vigueur sans égale les meilleurs avec une vigueur sans égale les meilleurs pâturages du territoire indien. Le versant nord-ouest des Sierras s'en revêt d'une herbe luxuriante et descend au milieu de forêts riches en essences diverses. Là se voit l'algarobo, sorte de caroubier dont le fruit séché est réduit en poussière, sert à confectionner un pain assez estimé des Indiens, le quebracho blanc, aux branches longues et flexibles, qui pleurent à la manière du saule européen, le quebracho rouge, d'un bois indestructible, le naudubai, qui prend feu avec une extrême facilité et cause souvent de terribles incendies, le viraro, dont les fleurs violettes s'étagent en forme de pyramide, et enfin le timbo, qui élève jusqu'à 80 pieds dans les airs son immense parasol, sous lequel des troupeaux entiers peuvent s'abriter contre les rayons du soleil. Les Argentins ont tenté souvent de coloniser ce riche pays, sans réussir à vaincre l'hostilité des Indiens. Certes, on devait croire que des rios abondants descendaient des groupes de la Sierra pour en fournir l'eau nécessaire à tant de fertilité. Et en effet, certes, on devait croire que des rios abondants descendaient des groupes de la Sierra pour fournir l'eau nécessaire à tant de fertilité. Et en effet, les sécheresses les plus grandes n'ont jamais vaporisé ces rivières. Mais pour les atteindre, il fallait faire une pointe de 130 milles dans le sud. Thalcave avait donc raison de se diriger d'abord vers la Gamini, qui, sans l'écarter de sa route, se trouvait à une distance beaucoup plus rapprochée. Les 3 chevaux galopaient avec entrain. Les excellentes bêtes sentaient d'instinct sans doute où les menait leur maître. Thaouka, surtout, montrait une vaillance que ni les fatigues ni les besoins ne pouvaient diminuer. Il franchissait comme un oiseau les Canadas desséchés et les buissons de Curamamel, en poussant des hennissements de bon augure. Les chevaux de Glenarvan et de Robert, d'un pas plus lourd mais entraînés par son exemple, le suivaient courageusement. Thalcave, immobile sur sa selle, donnait à ses compagnons l'exemple, que Thaouka donnait au sien. Le Patagon tournait souvent la tête pour considérer Robert Grant, en voyant le jeune garçon ferme, bien assis, les reins souples, les épaules effacées, les jambes tombant naturellement, les genoux fixés à la selle. Il témoigna sa satisfaction par un cri encourageant. En vérité, Robert Grant devenait un excellent cavalier,
et méritait les compliments de l'Indien. Bravo, Robert, disait Glenarvan. Thalcave a l'air de te féliciter. Il t'applaudit, mon garçon. Et à quel propos, milord? À propos de la bonne façon dont tu montes le cheval. Oh, je me tiens solidement, et voilà tout, répondit Robert, qui rougit de plaisir à s'entendre complimenter. C'est le principal, Robert, répondit Glenarvan. Mais tu es trop modeste, et je te le prédis, tu ne peux pas manquer de devenir un sportsman accompli. Bon, fit Robert en riant. Et papa qui veut faire de moi un marin, que dira-t-il? L'un n'empêche pas l'autre. Si tous les cavaliers ne font pas de bons marins, tous les marins sont capables de faire de bons cavaliers. À chevaucher sur les vergues, on apprend à se tenir solidement. Quant à savoir rassembler son cheval, à exécuter les mouvements obliques ou circulaires, cela vient tout seul, car rien n'est plus naturel. Pauvre père, répondit Robert. Ah, que de grâce il vous rendra, milord, quand vous l'aurez sauvé. Tu l'aimes bien, Robert? Oui, milord. Il était si bon pour ma sœur et pour moi. Il ne pensait qu'à nous. Chaque voyage nous valait un souvenir de tous les pays qu'il visitait. Et mieux encore, de bonnes caresses, de bonnes paroles à son retour. Ah, vous l'aimerez, vous aussi, quand vous le connaîtrez. Mary lui ressemble. Il a la voix douce comme elle. Pour un marin, c'est singulier, n'est-ce pas? Oui, très singulier, Robert, répondit Glenarvan. Je le vois encore, reprit l'enfant, qui semblait alors se parler à lui-même. Bon, bon et brave papa. Il m'endormait sur ses genoux quand j'étais petit. Il murmurait toujours un vieux refrain écossais où l'on chante les lacs de notre pays. L'air me revient parfois, mais confusément. À Marie aussi. Ah, milord, que nous l'aimions. Tenez, je crois qu'il faut être petit pour bien aimer son père. Et grand pour le vénérer, mon enfant, répondit Glenarvan, tout ému des paroles, échappées de ce jeune cœur. Pendant cette conversation, les chevaux avaient ralenti leur allure et cheminaient au pas. Nous le retrouverons, n'est-ce pas? Dit Robert après quelques instants de silence. Oui, nous le retrouverons, répondit Glenarvan. Thalcave nous a mis sur ses traces, et j'ai confiance en lui. Un brave Indien, Thalcave, dit l'enfant. Certes. Savez-vous une chose, milord? Parle d'abord et je te répondrai. C'est qu'il n'y a que de braves gens avec vous. Madame Helena, que j'aime tant, le major avec son air tranquille, le capitaine Mangles et monsieur Paganel, et les matelots du Duncan, si courageux et si dévoués. Oui, je sais cela, mon garçon, répondit Glenarvan. Et savez-vous que vous êtes le meilleur de tous? Non, par exemple, je ne le sais pas. Eh bien, il faut l'apprendre, milord, répondit Robert, qui saisit la main du lord et la posa à ses lèvres. Il la porta à ses lèvres. Glenarvan secoua doucement la tête, et si la conversation ne continua pas, c'est qu'un geste de Thalcave rappela les retardataires. Ils s'étaient laissés devancer, or il ne fallait pas perdre de temps et songer à ceux qui restaient en arrière. On reprit donc une allure rapide, mais il fut bientôt évident que Tawaka, excepté, les chevaux ne pourraient tenir plus longtemps la route. À midi, il fallut leur donner 1 heure de repos. Ils n'en pouvaient plus et refusaient de manger les touffes d'alfafalès, sorte de luzerne maigre et torréfiée par les rayons du soleil. Glenarvan devint inquiet. Les symptômes de stérilité ne diminuaient pas, et le manque d'eau pouvait amener à des conséquences désastreuses. Thalcave ne disait rien, et pensait probablement que si la guamine était desséchée, il serait alors temps de se désespérer, si toutefois un cœur indien a jamais entendu sonner l'heure du désespoir. Il se remit donc en marche, et, bon gré mal gré, le fouet et l'éperon aidant, les chevaux durent reprendre la route, mais au pas. Ils ne pouvaient faire mieux. Thalcave aurait bien été en avant, car, en quelques heures, Thaouka pouvait le transporter au bord du Rio. Il y songea sans doute, mais sans doute aussi, il ne voulut pas laisser ses 2 compagnons seuls au milieu de ce désert, et, pour ne pas les devancer, il força Thaouka de prendre une allure plus modérée. Ce ne fut pas sans résister, sans se cabrer, sans hennir violemment, que le cheval de Thalcave se résigna à garder le pas. Il fallut non pas tant la vigueur de son maître pour l'y contraindre, que ses paroles. Thalcave causait véritablement avec son cheval. Et Thaouka, s'il ne lui répondait pas, le comprenait du moins. Il faut croire que le Patagon lui donna d'excellentes raisons, car, après avoir
Pendant quelque temps discuté, Thaouka se rendit à ses arguments et obéit, non sans ronger son frein. Mais si Thaouka comprit Thalcave, Thalcave n'avait pas moins compris Thaouka. L'intelligent animal, servi par des organes supérieurs, sentait quelque humidité dans l'air. Il l'aspirait avec frénésie, agitant et faisant claquer sa langue, comme si elle eût trempé dans un bienfaisant liquide. Le Patagon ne pouvait s'y méprendre. L'eau n'était pas loin. Il encouragea donc ses compagnons en interprétant les impatiences de Thaouka que les deux autres chevaux ne tardèrent pas à comprendre. Ils firent un dernier effort et galopèrent à la suite de l'Indien. Vers 3 heures, une ligne blanche apparut dans un pli de terrain. Elle tremblotait sous les rayons du soleil. « L'eau » dit Glenarvan. « L'eau, oui, l'eau » s'écria Robert. Ils n'avaient plus besoin d'exciter leur monture. Les pauvres bêtes, sentant leur force ranimée, s'emportèrent avec une irrésistible violence. En quelques minutes, elles eurent atteint le rio de Gamini, et, toutes harnachées, se précipitèrent jusqu'au poitrail dans ces eaux bienfaisantes. Leurs maîtres les imitèrent, un peu malgré eux, et prirent un bain involontaire, dont ils ne songèrent pas à se plaindre. « Ah, que c'est bon !» disait Robert, se désaltérant en plein rio. « Modère-toi, mon garçon, » répondait Glenarvan, qui ne prêchait pas l'exemple. On n'entendait plus que le bruit de rapides lampées. Pour son compte, Thalcave but tranquillement, sans se presser, à petites gorgées, mais long comme un lasso, suivant l'expression patagone, il n'en finissait pas. Et l'on pouvait craindre que le rio n'y passât tout entier. Enfin, dit Glenarvan, nos amis ne seront pas déçus dans leur espérance. Ils seront assurés, en arrivant à la Gamini, de trouver une eau limpide et abondante. Si Thalcave en laisse toutefois. Mais ne pourrait-on pas aller au-devant d'eux ? Demanda Robert. On leur épargnerait quelques heures d'inquiétude et de souffrance. Sans doute, mon garçon. Mais comment transporter cette eau ? Les outres sont restées entre les mains de Wilson. Non, il vaut mieux attendre comme c'est convenu. En calculant le temps nécessaire et en comptant sur des chevaux qui ne marchent qu'au pas, nos amis seront ici dans la nuit. Préparons-leur donc bon gîte et bon repas. Thalcave n'avait pas attendu la proposition de Glenarvan pour chercher un lieu de campement. Il avait fort heureusement trouvé sur les bords du rio une ramada, sorte d'enceinte destinée à parquer les troupeaux et fermée sur 3 côtés. L'emplacement était parfait pour s'y établir, du moment qu'on ne craignait pas de dormir à la belle étoile, et c'était le moindre souci des compagnons de Thalcave. Aussi ne cherchèrent-ils pas mieux, et ils s'étendirent en plein soleil pour sécher leurs vêtements imprégnés d'eau. « Eh bien, puisque voilà le gîte, dit Glenarvan, pensons au souper. Il faut que nos amis soient satisfaits des courriers qu'ils ont envoyés en avant, et je me trompe fort, ou ils n'auront pas à se plaindre. Je crois qu'une heure de chasse ne sera pas du temps perdu. Es-tu prêt, Robert ? » « Oui, milord, » répondit le jeune garçon, en se levant le fusil à la main. Si Glenarvan avait eu cette idée, c'est que les bords de la Gamini semblaient être le rendez-vous de tous les gibiers des plaines environnantes. On voyait s'enlever par compagnie les tinamous, sorte de bartavelle particulière au pampa, des gelinottes noires, une espèce de pluvier nommé teru-teru, des râles aux couleurs jaunes et des poules d'eau d'un vert magnifique. Quant aux quadrupèdes, ils ne se laissaient pas apercevoir, mais Thalcave, indiquant les grandes herbes et les taillis épais, fit comprendre qu'ils s'y tenaient cachés. Les chasseurs n'avaient que quelques pas à faire pour se retrouver dans le pays le plus giboyeux du monde. Ils se mirent donc en chasse, et dédaignant d'abord la plume pour le poil, leurs premiers coups s'adressèrent au gros gibier de la pampa. Bientôt se levèrent devant eux, et par centaines, des chevreuils et des ganaques, semblables à ceux qui les assaillirent si violemment sur les cimes de la cordillère. Mais ces animaux très craintifs s'enfuirent avec une telle vitesse qu'il fut impossible de les approcher à portée de fusil. Les chasseurs se rabattirent alors sur un gibier moins rapide, qui d'ailleurs ne laissait rien à désirer au point de vue alimentaire. Une douzaine de bartavelles et de rares furent démontés, et Glenarvan tua fort adroitement un pécari taille-tête. Pachyderme à poil fauve, très bon à manger, qui valait son coup de fusil. En moins d'une heure, les chasseurs, sans se fatiguer, abattirent tout le gibier dont ils avaient besoin.
Robert, pour sa part, s'empara d'un curieux animal appartenant à l'ordre des édentés, un armadillo, sorte de tabou couvert d'une carapace à pièces osseuses et mobiles qui mesurait 1,5 pied de long. Il était fort gras et devait fournir un plat excellent, au dire du Patagon. Robert fut très fier de son succès. Quant à Thalcave, il donna à ses compagnons le spectacle d'une chasse au nandu, espèce d'autruche particulière à la pampa, dont la rapidité est merveilleuse. L'Indien ne chercha pas à ruser avec un animal si prompt à la course. Il poussa Thaouka au galop, droit à lui, de manière à l'atteindre aussitôt, car la première attaque manquée, le nandu eut bientôt fatigué le cheval, et le chasseur dans l'inextricable lacet de ses détours. Thalcave, arrivé à bonne distance, lança ses bolasses d'une main vigoureuse, et si adroitement qu'elles s'enroulèrent autour des jambes de l'autruche et paralysèrent ses efforts. En quelques secondes, elle gisait à terre. L'Indien s'en empara, non par un vain plaisir de chasseur, la chair du nandu est très estimée, et Thalcave tenait à fournir son plat au repas commun. On rapporta donc à la ramada le chapelet de Bartavel, l'autruche de Thalcave, le pécari de Glenarvan et le tatou de Robert. L'autruche et le pécari furent préparés aussitôt, c'est-à-dire dépouillés de leur peau coriace et coupés en tranches minces. Quant au tatou, c'est un animal précieux, qui porte sa rôtissoire avec lui. On le plaça dans sa propre carapace sur des charbons ardents. Les 3 chasseurs se contentèrent pour le souper de dévorer les Bartavel, et ils gardèrent à leur ami les pièces de résistance. Ce repas fut arrosé d'une eau limpide qui fut jugée supérieure à tous les portos du monde, et même à la fameuse Uskebau, si honorée dans les hautes terres d'Écosse. Les chevaux n'avaient pas été oubliés. Une grande quantité de fourrage sec amassé dans la ramada leur servit à la fois de nourriture et de litière. Quand tout fut préparé, Glenarvan, Robert et l'Indien s'enveloppèrent de leurs ponchos et s'étendirent sur un édredon d'alfafares, le lit habituel des chasseurs pampéens. La nuit vint, une nuit de nouvelle lune, pendant laquelle l'astre des nuits devait rester invisible à tous les habitants de la Terre. L'indécise clarté des étoiles éclairait seule la plaine. À l'horizon, les constellations zodiacales s'éteignaient dans une brume plus foncée. Les eaux de la Gumanie coulaient sans murmurer comme une longue nappe d'huile qui glisse sur un plan de marbre. Oiseaux, quadrupèdes et reptiles se reposaient des fatigues du jour, et un silence de désert s'étendait sur l'immense territoire des Pampas. Glenarvan, Robert et Thalcave avaient subi la loi commune. Allongés sur l'épaisse couche de luzerne, ils dormaient d'un profond sommeil. Les chevaux, accablés de lassitude, s'étaient couchés à terre. Seul Thaouka, en vrai cheval de sang, dormait debout, les 4 jambes posées d'aplomb, fier au repos comme à l'action, et prêt à s'élancer au moindre signe de son maître. Un calme complet régna à l'intérieur de l'enceinte, et les charbons du foyer, nocturnes, s'éteignant peu à peu, jetant leur dernière lueur dans la silencieuse obscurité. Cependant, vers 10 heures environ, après un assez court sommeil, l'Indien se réveilla. Ses yeux devinrent fixes sous ses sourcils abaissés, et son oreille se tendit vers la plaine. Il cherchait évidemment à surprendre quelques sons imperceptibles. Bientôt, une vague d'inquiétude apparut sur sa figure, si impassible qu'elle fût d'habitude. Avait-il senti l'approche d'Indiens, rôdeurs, ou la venue des jaguars, des tigres d'eau ou autres bêtes sauvages, qui ne sont pas rares dans le voisinage des rivières? Cette dernière hypothèse, sans doute, lui parut plausible, car il jeta un rapide regard sur les matières combustibles entassées dans l'enceinte, et son inquiétude s'accrut encore. En effet, toute cette litière sèche d'alfafares devait se consumer vite et ne pouvait arrêter longtemps des animaux. Audacieux.
Dans cette conjoncture, Thalcave n'avait qu'à attendre les événements, et il attendit à demi couché, la tête reposant sur les mains, les coudes appuyés aux genoux, l'œil immobile, dans la posture d'un homme qu'une anxiété subite vient d'arracher au sommeil. 1 heure se passa. Tout autre que Thalcave, rassuré par le silence extérieur, se fut rejeté sur sa couche. Mais, où un étranger n'eût rien soupçonné, les sens surexcités et l'instinct naturel de l'Indien pressentaient quelque danger prochain. Pendant qu'il écoutait et épiait, Thaouka fit entendre un hennissement sourd. Ses naseaux s'allongèrent vers l'entrée de la ramada. Le Patagon se redressa soudain. Thaouka sentit quelque chose, dit-il. Il se leva et vint examiner attentivement la plaine. Le silence y régnait encore, mais non la tranquillité. Thalcave entrevit des ombres se mouvant sans bruit à travers les touffes de Cura mamelle. Ça et là étincelaient des points lumineux, qui se croisaient dans tous les sens, s'éteignaient et se rallumaient tour à tour. On aurait dit une danse de falots fantastique sur le miroir d'une immense lagune. Quelque étranger eût pris sans doute ces étincelles volantes pour des lampires, qui brillent la nuit venue en maint endroit des régions pampéennes. Mais Thalcave ne s'y trompa pas. Il comprit à quel ennemi il avait affaire. Il arma sa carabine et vint se placer en observation près des premiers poteaux de l'enceinte. Il n'attendit pas longtemps. Un cri étrange, un mélange d'aboiements et de hurlements retentit dans la pampa. La détonation de la carabine lui répondit, et fut suivie de 100 clameurs épouvantables. Glenarvan et Robert, subitement réveillés, se relevèrent. « Qu'y a-t-il » demanda le jeune Grant. « Des Indiens » dit Glenarvan. « Non » répondit Thalcave. « Des Aguaras. » Robert regarda Glenarvan. « Des Aguaras » dit-il. « Oui » répondit Glenarvan. « Les loups rouges de la pampa. » Tous deux saisirent leurs armes et rejoignirent l'Indien. Celui-ci leur montra la plaine, d'où s'élevait un formidable concert de hurlements. Robert fit involontairement un pas en arrière. « Tu n'as pas peur des loups, mon garçon » lui dit Glenarvan. « Non, milord » répondit Robert d'une voix ferme. « Auprès de vous, d'ailleurs, je n'ai peur de rien. »« Tant mieux. Ces aguaras sont des bêtes assez peu redoutables, et n'était leur nombre, je ne me préoccuperais même pas. » « Qu'importe, dit Robert, nous sommes bien armés, qu'ils y viennent, et ils seront bien reçus. » En parlant ainsi, Glenarvan voulait rassurer l'enfant, mais il ne songeait pas sans une secrète terreur à cette légion de carnassiers déchaînés dans la nuit. Peut-être étaient-ils là par centaines, et 3 hommes, si bien armés qu'ils fussent, ne pouvaient lutter avec avantage contre un tel nombre d'animaux. Lorsque le Patagon prononça le mot « Aguara », Glenarvan reconnut aussitôt le nom donné au loup rouge par les Indiens de la Pampa. Ce carnassier, le Canis jubatus, des naturalistes, a la taille d'un grand chien et la tête d'un renard. Son pelage est rouge cannelle, et sur son dos flotte une crinière noire qui lui court tout le long de l'échine. Cet animal est très leste et très vigoureux. Il habite généralement les endroits marécageux et poursuit à la nage les bêtes aquatiques. La nuit le chasse de sa tanière, où il dort pendant le jour. On le redoute particulièrement dans les estancias, où s'élèvent les troupeaux, car pour peu que la faim l'aiguillonne, il s'en prend au gros bétail et commet des ravages considérables. Isolé, l'aguara n'est pas à craindre, mais il en est autrement d'un grand nombre de ces animaux affamés, où mieux vaudrait avoir affaire à quelques cougars ou jaguars que l'on peut attaquer face à face. Or, aux hurlements dont retentissait la pampa, à la multitude des ombres qui bondissaient dans la plaine, Glenarvan ne pouvait se méprendre sur la quantité de loups rouges rassemblés au bord de la Guamini. Ces animaux avaient senti là une proie sûre, chair de cheval ou chair humaine, et nul d'entre eux ne regagnerait son gîte sans en avoir eu sa part. La situation était donc très alarmante. Cependant, le cercle des loups se restreignit peu à peu. Les chevaux réveillés donnèrent des signes de la plus vive terreur. Seul Thaouka frappait du pied, cherchant à rompre son licol, prêt à s'élancer au dehors. Son maître ne parvenait à le calmer qu'en faisant entendre un sifflement continu.
Glenarvan et Robert s'étaient postés de manière à défendre l'entrée de la ramada. Leurs carabines armées, ils allaient faire feu sur le premier rang des Agualas. Quand Thalcave releva de la main leur arme, déjà mise en joue. « Que veut Thalcave » dit Robert. « Ils nous défendent tirer, répondit Glenarvan. « Pourquoi » Peut-être ne juge-t-il pas le moment opportun. Ce n'était pas le motif qui faisait agir l'Indien, mais une raison plus grave, et Glenarvan l'a compris. Quand Thalcave, soulevant sa poudrière et la retournant, montrant qu'elle était à peu près vide, « Eh bien, dit Robert. Eh bien, il faut ménager nos munitions. Notre chasse aujourd'hui nous a coûté cher, et nous sommes à court de plomb et de poudre. Il ne nous reste pas 20 coups à tirer. » L'enfant ne répondit pas. « Tu n'as pas peur, Robert ?»« Non, milord. »« Bien, mon garçon. » En ce moment, une nouvelle détonation retentit. Thalcave avait jeté à terre un ennemi trop audacieux. Les loups qui s'avançaient en rang pressé reculèrent et se massèrent à 100 pas de l'enceinte. Aussitôt, Glenarvan, sur un signe de l'Indien, prit sa place, celui-ci ramassant la litière, les herbes et, en un mot, toutes les matières combustibles, les entassa à l'entrée de la ramada et y jeta un charbon encore incandescent. Bientôt, un rideau de flammes se tendit sur le fond noir du ciel, et, à travers ces déchirures, la plaine se montra vivement éclairée par de grands reflets mobiles. Glenarvan put juger alors de l'innombrable quantité d'animaux auxquels il fallait résister. Jamais tant de loups ne s'étaient vus ensemble, ni si excités par la convoitise. La barrière de feu que venait de leur opposer Thalcave avait redoublé leur colère en les arrêtant net. Quelques-uns cependant s'avancèrent jusqu'au brasier même et s'y brûlèrent les pattes. De temps à autre, il fallait un nouveau coup de fusil pour arrêter cette horde hurlante, et au bout d'une heure, une quinzaine de cadavres jonchaient déjà la prairie. Les assiégés se trouvaient alors dans une situation relativement moins dangereuse. Tant que dureraient les munitions, tant que la barrière de feu se dresserait à l'entrée de la ramada, l'envahissement n'était pas à craindre. Mais après, que faire quand tous ces moyens de repousser la bande de loups manqueraient à la fois? Glenarvan regarda Robert et sentit son cœur se gonfler. Il s'oublia, lui, pour ne songer qu'à ce pauvre enfant qui montrait un courage au-dessus de son âge. Robert était pâle, mais sa main n'abandonnait pas son arme, et il attendait de pied ferme l'assaut des loups irrités. Cependant, Glenarvan, après avoir froidement envisagé la situation, résolut d'en finir. « Dans une heure, dit-il, nous n'aurons plus ni poudre, ni plomb, ni feu. Eh bien, il ne faut pas attendre à ce moment pour prendre un parti. » Il retourna donc vers Thalcave et, rassemblant les quelques mots d'espagnol que lui fournit sa mémoire, il commença avec l'Indien une conversation souvent interrompue par les coups de feu. Ce ne fut pas sans peine que ces deux hommes parvinrent à se comprendre. Glenarvan, fort heureusement, connaissait les mœurs du loup rouge. Sans cette circonstance, il n'aurait su interpréter les mots et les gestes du Patagon. Néanmoins, un quart d'heure se passa avant qu'il pût transmettre à Robert la réponse de Thalcave. Glenarvan avait interrogé l'Indien sur leur situation presque désespérée. « Et qu'a-t-il répondu » demanda Robert. Il a dit que coûte, il fallait tenir jusqu'au lever du jour. L'aguara ne sort que la nuit, et le matin venu, il rentre dans son repère. C'est le loup des ténèbres, une bête lâche qui a peur du grand jour, un hibou à 4 pattes. « Eh bien, défendons-nous jusqu'au jour !»« Oui, mon garçon, et à coups de couteau quand nous ne pourrons plus le faire à coups de fusil. » Déjà, Thalcave avait donné l'exemple, et lorsqu'un loup s'approchait du brasier, le long bras armé du Patagon traversait la flamme et en rouge de sang. Cependant, les moyens de défense allaient manquer. Vers 2 heures du matin, Thalcave jetait dans le brasier la dernière brassée de combustible. Il ne restait plus aux assiégés que 5 coups à tirer. Glenarvan porta autour de lui un regard douloureux. Il songea à cet enfant qui était là, à ses compagnons et tous ceux qu'il aimait. Robert ne disait rien. Peut-être le danger n'apparaissait pas imminent et à sa confiante imagination. Mais Glenarvan y pensait pour lui et se représentait cette perspective horrible, maintenant inévitable d'être dévoré vivant. Il ne fut pas maître de son émotion.
Il attira l'enfant sur sa poitrine, il le serra contre son cœur, il colla ses lèvres à son front, tandis que des larmes involontaires coulaient de ses yeux. Robert le regarda en souriant. « Je n'ai pas peur, dit-il. »« Non, mon enfant, non, répondit Glenarvan, et tu as raison. Dans 2 heures, le jour viendra, et nous serons sauvés. »« Bien, Thalcave, bien, mon brave Patagon, » s'écria-t-il au moment où l'Indien tuait à coups de crosse 2 énormes bêtes qui tentaient de franchir la barrière ardente. Mais en ce moment, la lueur mourante du foyer lui montra la bande des Aguaras, qui marchait en rang pressé à l'assaut de la ramada. Le dénouement de ce drame sanglant approchait. Le feu tombait peu à peu, faute de combustible. La flamme baissait. La plaine éclairée jusqu'alors rentrait dans l'ombre, et dans l'ombre aussi reparaissaient les yeux phosphorescents des loups rouges. Encore quelques minutes, et toute la horde se précipiterait dans l'enceinte. Thalcave déchargea pour la dernière fois sa carabine, jeta un ennemi de plus à terre, et, ses munitions épuisées, il se croisa les bras. Sa tête s'inclina sur sa poitrine, il parut méditer silencieusement. Cherchait-il donc quelque moyen hardi, impossible, insensé, de repousser cette troupe furieuse? Glenarvan n'osait l'interroger. En ce moment, un changement se produisit dans l'attaque des loups. Ils semblèrent s'éloigner, et leurs hurlements, si assourdissants jusqu'alors, cessèrent subitement. Un morne silence s'étendit sur la plaine. « Ils s'en vont, dit Robert. »« Peut-être, répondit Glenarvan, qui prêta l'oreille au bruit du dehors. Mais Thalcave, devinant sa pensée, secoua la tête. Il savait bien que les animaux n'abandonneraient pas une proie assurée tant que le jour ne les aurait pas ramenés à leur sombre tanière. Cependant, la tactique de l'ennemi s'était évidemment modifiée. Il n'essayait plus de forcer l'entrée de la ramada, mais ces nouvelles manœuvres allaient créer un danger plus pressant encore. Les Aguaras, renonçant à pénétrer par cette entrée que défendaient obstinément le fer et le feu, tournèrent la ramada, et, d'un commun accord, ils cherchèrent à l'assaillir par le côté opposé. Bientôt, on entendit leurs griffes s'incruster dans le bois à demi pourri. Entre les poteaux ébranlés passaient déjà des pattes vigoureuses, des gueules sanglantes. Les chevaux, effarés, rompant leur licol, couraient dans l'enceinte, pris d'une terreur folle. Glenarvan saisit entre ses bras le jeune enfant, afin de le défendre jusqu'à la dernière extrémité. Peut-être même, tentant une fuite impossible, allait-il s'élancer au dehors, quand ses regards se portèrent sur l'Indien. Thalcave, après avoir tourné comme une bête fauve dans la ramada, s'était brusquement rapproché de son cheval qui frémissait d'impatience. Et il commença à le sceller, avec soin, n'oubliant ni une courroie, ni un ardillon. Il ne semblait plus s'inquiéter des hurlements qui redoublaient alors. Glenarvan le regardait faire avec une sinistre épouvante. « Il nous abandonne !» s'écria-t-il en voyant Thalcave. « Rassembler ses guides, comme un cavalier qui va se mettre en selle. »« Lui ? Jamais !» dit Robert. En effet, l'Indien allait tenter non d'abandonner ses amis, mais de les sauver en se sacrifiant pour eux. Thaouka était prêt, il rongeait son mort, il bondissait, ses yeux pleins d'un feu superbe jetaient des éclairs. Il avait compris son maître. Glenarvan, au moment où l'Indien saisissait la crinière de son cheval, lui prit le bras d'une main convulsive. « Tu pars ?» dit-il en montrant la plaine libre alors. « Oui, » fit l'Indien, qui comprit le geste de son compagnon. Puis il ajouta quelques mots d'espagnol qui signifiaient « Thaouka, bon cheval, rapide, entraînera les loups à sa suite. »« Ah, Thalcave !» s'écria Glenarvan. « Vite, vite !» répondit l'Indien, pendant que Glenarvan disait à Robert d'une voix brisée par l'émotion. « Robert, mon enfant, tu l'entends? Il veut se dévouer pour nous. Il veut s'élancer dans la pampa et détourner la rage des loups en la tirant sur lui. »« Ami Thalcave, répondit Robert, en se jetant aux pieds du Patagon. « Ami Thalcave, ne nous quitte pas. »« Non, dit Glenarvan, il ne nous quittera pas. » Et, se tournant vers l'Indien, « Partons ensemble, dit-il, en montrant les chevaux épouvantés et serrés contre les poteaux. »« Non, fit l'Indien, qui ne se méprit pas sur le sens de ses paroles. « Mauvaise bête, effrayée. Thaouka, bon cheval. »« Eh bien, soit, dit Glenarvan. Thalcave ne te quittera pas, Robert. Il m'apprend ce que j'ai à faire.
À moi de partir, à lui de rester près de toi. » Puis, saisissant la bride de Taouka, « Ce sera moi, dit-il, qui partirai. »« Non, » répondit tranquillement le Patagon. « Moi, te dis-je, » s'écria Glenarvan, en lui arrachant la bride des mains. « Ce sera moi, sauve cet enfant, je te le confie, Thalcave. » Glenarvan, dans son exaltation, entremêlait les mots d'anglais aux mots d'espagnol. Mais qu'importe le langage, en de si terribles situations, le geste dit tout, et les hommes se comprennent vite. Cependant, Thalcave résistait. Cette discussion se prolongeait, et le danger croissait de seconde en seconde. Déjà, les pieux rongés cédaient aux dents et aux griffes des loups. Ni Glenarvan ni Thalcave ne paraissaient vouloir céder. L'Indien avait entraîné Glenarvan vers l'entrée de l'enceinte. Il lui montrait la plaine libre de loups. Dans son langage animé, il lui faisait comprendre qu'il ne fallait pas perdre un instant, que le danger, si la manœuvre ne réussissait pas, serait plus grand pour ceux qui restaient. Enfin que seul, il connaissait assez Taouka pour employer au salut commun ses merveilleuses qualités de légèreté et de vitesse. Glenarvan, aveuglé, s'entêtait et voulait se dévouer, quand soudain il fut repoussé violemment. Taouka bondit. Il se dressait sur ses pieds de derrière, et tout d'un coup emporté, il franchit la barrière de feu et la lisière de cadavres, tandis qu'une voix d'enfant s'écriait « Dieu vous sauve, milord !» Et c'est à peine si Glenarvan et Thalcave eurent le temps d'apercevoir Robert qui, cramponné à la crinière de Taouka, disparaissait dans les ténèbres. « Robert, malheureux !» s'écria Glenarvan. Mais ces paroles, l'Indien lui-même ne put les entendre. Un hurlement épouvantable éclata. Les loups rouges lancés sur les traces du cheval s'enfuyaient dans l'ouest avec une fantastique rapidité. Thalcave et Glenarvan se précipitèrent hors de la ramada. Déjà, la plaine avait repris sa tranquillité, et c'est à peine s'ils purent entrevoir une ligne mouvante qui ondulait au loin dans les ombres de la nuit. Glenarvan tomba sur le sol, accablé, désespéré, joignant les mains. Il regarde Thalcave. L'Indien souriait avec son calme accoutumé. « Taouka, bon cheval, enfant brave, il se sauvera », répétait-il en approuvant d'un signe de tête. « Et s'il tombe ?» dit Glenarvan. « Il ne tombera pas. » Malgré la confiance de Thalcave, la nuit s'acheva pour le pauvre lord dans d'affreuses angoisses. Il n'avait même plus conscience du danger disparu avec la horde des loups. Il voulait courir à la recherche de Robert, mais l'Indien l'arrêta. Il lui fit comprendre que les chevaux ne pouvaient pas le rejoindre, que Taouka avait dû distancer ses ennemis, qu'on ne pourrait le retrouver dans les ténèbres, et qu'il fallait attendre le jour pour s'élancer sur les traces de Robert. À 4 heures du matin, l'aube commença à poindre. Les brumes condensées à l'horizon se colorèrent bientôt des pâles lueurs. Une limpide rosée s'étendait sur la plaine, et les grandes herbes commencèrent à s'agiter au premier souffle du jour. Le moment de partir était arrivé. « En route !» dit l'Indien. Glenarvan ne répondit pas, mais il sauta sur le cheval de Robert. Bientôt, les 2 cavaliers galopaient vers l'ouest, remontant la ligne droite dont leurs compagnons ne devaient pas s'écarter. Pendant 1 heure, ils allèrent ainsi à une vitesse prodigieuse, cherchant Robert des yeux, craignant à chaque pas de rencontrer son cadavre ensanglanté. Glenarvan déchirait les flancs de son cheval sous l'éperon. Enfin, les coups de fusil se firent entendre, des détonations régulièrement espacées comme un signal de reconnaissance. « Ce sont eux !» dit Glenarvan. Thalcave et lui communiquèrent à leurs chevaux une allure plus rapide encore, et quelques instants après, ils rejoignirent le détachement conduit par Paganel. Un cri s'échappa de la poitrine de Glenarvan. Robert était là, vivant, bien vivant, porté par le superbe Taouka, qui hennit de plaisir en revoyant son maître. « Ah, mon enfant !» s'écria Glenarvan, avec une indicible expression de tendresse. Et Robert et lui, mettant pied à terre, se précipitèrent dans les bras l'un de l'autre. Puis, ce fut au tour de l'Indien de serrer sur sa poitrine le courageux fils du capitaine Grant. « Il vit !» s'écriait Robert. « Oui !» répondit Robert. S'écria Glenarvan. « Oui !» répondit Robert. « Et grâce à Taouka !» L'Indien n'avait pas attendu cette parole de reconnaissance pour remercier son cheval, et en ce moment, il lui parlait. Il l'embrassait comme si un sang humain eût coulé dans les veines du fier animal. Puis, se retournant vers Paganel, il lui montra le jeune Robert. « Un brave,
dit-il, et employant la métaphore indienne qui sert à exprimer le courage. Ses éperons n'ont pas tremblé, ajouta-t-il. Cependant, Glenarvan disait à Robert en l'entourant de ses bras. Pourquoi, mon fils? Pourquoi n'as-tu pas laissé Thalcave ou moi tenter cette dernière chance de te sauver? Milord, répondit l'enfant, avec l'accent de la plus vive reconnaissance, n'était-ce pas à moi de me dévouer? Thalcave m'a déjà sauvé la vie, et vous, vous allez sauver mon père. Et c'est ainsi, sur cette touchante conclusion, que l'on va s'arrêter. Le barde referme son livre. Merci, compagnon de route, d'avoir partagé les enfants du Capitaine Grunt. Rejoignez-moi bientôt pour la suite de l'aventure.